Bien, donc nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Stéphane qui a fait le voyage depuis Aix jusqu'à ici. Donc Stéphane Jarmaquin qui est aussi un ancien étudiant d'INALCO, donc ça fait plaisir de le voir ici. Et qui est maintenant maître de conférence depuis ça fait 3 ans déjà, oui, 2 ans et demi, ouais. à l'université à Aix-Marseille, et qui s'occupe donc là-bas des études arméniennes et qui est spécialiste en littérature comparée. Donc il va nous présenter son travail de traduction sur Misak Manouchian. Et je crois que Claire souhaitait aussi, Claire Mouradian souhaitait ajouter quelques mots. Merci Stéphane d'être là. En fait, vous avez pensé que c'est en relation avec la panthéonisation, mais en fait on avait invité Stéphane depuis longtemps, il n'avait pas pu en raison de ses obligations universitaires à Aix, et là du coup l'occasion est particulièrement bienvenue, puisque vous n'aura pas échappé que le 21 février, il y a cette panthéonisation, et à l'occasion de cette panthéonisation qui était pressentie depuis un certain temps et qui a été annoncée le 18 juin dernier par Emmanuel Macron, il y a un tas de projets éditoriaux qui étaient déjà en route ou qui se sont accélérés ou démultipliés, des tas de plusieurs expositions, des BD, il y aura 3 BD, des ouvrages, etc. Donc parmi les ouvrages, je parlerai en dernier de celui de Stéphane, il y a une réédition des souvenirs de Méliné Manouchian aux éditions Parenthèses, agrémentée de documents inédits ou de familiaux tirés des archives d'Arménie, de la famille, de France, etc. Donc avec une dimension historique rajoutée, de remise en contexte, alors plus axée autour de certaines façons de la mémoire familiale, donc, que je vous fais passer. Alors il y a l'ouvrage dont je suis l'un des co-auteurs avec Denis Péchanski et Astrid Gatamian, qui est un beau livre aussi lancé à cette occasion. On a fait aussi un travail, alors c'est une destination d'un plus grand public, mais néanmoins on a fait un travail d'historien aussi en allant chercher de nouvelles archives. On a fait certaines découvertes aussi bien dans les archives en France publiques, du Quai d'Orsay, de la police, mais aussi en Grèce, au Liban, en Arménie, aux États-Unis. Donc on a aussi fait un travail avec Denis Péchanski, qui est plus spécialiste de la Deuxième Guerre et déjà de la fiche rouge de la résistance, des Juifs dans la résistance. Astrid qui a fait sa thèse à l'INALCO sur la mouvance communiste arménienne en France, dans la communauté arménienne de France, moi plutôt sur la partie génocide, et puis il y a une partie mémoire aussi, donc là c'est un autre ouvrage. Il y en a d'autres, hein. Il y a aussi des pamphlets, il y a plein de choses qui sortent en ce moment et ça va pas. Il y a eu 2 documentaires au moins. L'un est déjà passé sur la chaîne Toute Histoire, mais va repasser sur la LCP en fin de mois. Il y a un autre documentaire prévu sur la 2e chaîne. Il y a une exposition au mémorial de la Shoah, une autre exposition au Panthéon. Donc voilà, il y a pléthore d'événements, plus des articles. Enfin, la presse a multiplié les numéros particuliers. Mais alors, ce qui est tombé en partie encore mieux, et qui a servi d'ailleurs déjà, en tout cas, m'a servi à moi pour une soirée qu'on avait faite à la Maison de la Poésie, de lecture poétique musicale. Donc, la traduction du premier recueil de poésie de Misak Manouchian, édité de façon posthume, hein, puisqu'il a édité Stéphane va nous en parler plus largement, et donc traduit par Stéphane, donc qui a permis de découvrir la dimension du poète, alors qu'on connaissait, mais qui est ici d'autant plus particulièrement mise en valeur. Alors, donc, quand on présente l'événement, on n'oublie pas de dire que à la fois c'est bien sûr orphelin, exilé, ouvrier, engagé dans le mouvance communiste, dans le HOC en particulier, résistant, etc., mais aussi poète et dont la mémoire a été mise en valeur par d'autres poètes, en particulier la fameuse poésie d'Aragon, le poème d'Aragon, et la mise en musique. Donc il y a aussi une espèce de mouvement intéressant de cette circulation littéraire.
Et donc, quelques poèmes avaient déjà été traduits, notamment par Arshak Chobanian en son temps. Lui-même a écrit quelques poèmes en français directement, mais la plupart du temps, ils sont en arménien. Et voilà, je vais laisser la parole, bien sûr, tout de suite à Stéphane pour souligner la difficulté, puisqu'il a parlé de traduction aussi, et d'études littéraires, non seulement dans la dimension esthétique, je pense qu'il parlera beaucoup mieux que moi, mais difficulté aussi de traduire en général des textes littéraires et en particulier de la poésie, parce que c'est souvent dans les recueils comme celui de Roupen Melik, on a eu une traduction littérale, puis un auteur plus littéraire qui écrivait, qui essayait d'arranger cela de façon jolie, mais qui était, en anthologie, c'est souvent des non-arménologues, des personnes qui ne savaient pas l'arménien, qui agrémentaient. On a eu beaucoup de ce type de traduction en URSS, notamment le livre de Vassili Grossman. Il est allé mettre en bon russe une traduction littérale de l'arménien vers le russe. Donc il y a ces phénomènes de traduction. Et donc, quand c'est le traducteur, c'est aussi la langue originale, c'est une autre dimension qui rentre en compte. Donc, je vais le laisser en parler beaucoup mieux que moi. Et donc, merci à Stéphane d'avoir enfin pu venir nous rendre compte de cela, et particulièrement à propos. Merci beaucoup pour cette présentation claire. Alors c'est très drôle, c'est aujourd'hui la fête arménienne de Vartanants, arménienne et chrétienne de Vartanants. Donc c'est drôle pour moi, sur le coup quand on m'a invité, je n'avais pas pensé à cela, mais je m'en suis rendu compte et j'y réfléchissais tout à l'heure en venant. Donc la fête de Vartanants, c'est aussi la célébration, la commémoration d'une résistance, d'un combat, et qui est tout autre, certes, bien sûr, on ne peut pas comparer aussi facilement, et qui s'est passé il y a plus de 15 siècles, mais qui montre là aussi que le combat prend plusieurs formes, et qu'au fond il ramène peut-être à un combat fondamental, qui est le combat de chacun d'entre nous aussi. Et puis cette célébration finalement de Vartanants, ou la façon dont Misak Manouchian s'est battu, ou la façon dont peut-être chacun se bat pour les idéaux, c'est assez fort aussi de voir que finalement on a parfois un combat d'ordre poétique, et que ce combat il est invisible bien souvent. Et même quand il se voit, finalement, il ne se mesure pas au nombre de pages ou même à la portée que peut avoir tel ou tel écrit, bien que ça favorise, bien sûr. Mais c'est ce dont nous aurons l'occasion de parler ce soir. Je suis très content d'être avec vous. Je tiens à remercier avant tout la Société des études arméniennes, et particulièrement Anaïd Donabédian et Claire Mouradian de m'avoir invité aujourd'hui. Et de les remercier pour tout le travail qu'elles font. Et aussi, plus largement, comme l'a dit Anaïd un peu plus tôt, en fait, effectivement, j'ai suivi un cursus aussi à l'INALCO, donc il y a un bon nombre d'années maintenant. Donc voilà, je suis reconnaissant à tous mes enseignants qui m'ont accompagné sur ce chemin-là, à tous aussi mes anciens collègues, mais avec qui on a eu de nombreuses discussions. Bon, je pense aussi à Adeline, par exemple, qui est ici présente. Et puis j'aimerais remercier aussi une autre Anaïd qui est présente ici ce soir aussi, qui a fait un travail éditorial remarquable chez Point, qui a eu l'initiative aussi quand même de ce projet de traduction, et qui finalement y a cru, en fait, a senti vraiment ce projet-là intuitivement dès le départ, et a tenu bon jusqu'au bout, et m'a beaucoup encouragé. Et au-delà même de cela, je puis dire qu'avec Anaïd Sarian, qui est ici présente, on a eu un dialogue littéraire, sur la littérature et la traduction, qui pour moi est assez rare. Voilà, je tenais à la remercier aussi. Parce que si finalement ce livre est là aujourd'hui, qu'on en discute, et qu'on va parler plus largement de poésie et de traduction, mais c'est aussi par ce dialogue-là. Voilà. Et donc, alors,
pour terminer cette introduction, je dis dans le livre, dans les remerciements du traducteur à la toute fin, que j'aime remercier aussi tous mes proches et mes lointains, sans pouvoir tous les nommer hélas, mais mes proches et mes lointains. Je laisse un petit peu une espèce d'énigme autour de cette expression, qui a à voir avec la traduction d'ailleurs, parce que traduire c'est passer sur l'autre rive, mais on est quand même proche de ce que l'on a quitté, ou dont on est éloigné géographiquement. Hein, donc je les remercie aussi par rapport à tout ce travail. Vous savez, c'est un travail de traduction, il se fait, c'est le travail de toute une vie finalement. Hein, donc bon, vous connaissez peut-être cette question qu'on avait posée à un poète assez connu, mais d'un seul coup j'ai oublié, c'était pas Rilke, je sais plus très bien, bon enfin peu importe, qui en avait demandé, mais vous, combien de temps avez-vous mis pour écrire ce poème? Il avait répondu 1 heure et 1 vie. Voilà, donc il y a un peu de ça aussi dans cet accompagnement finalement de nos proches et de nos lointains qui finalement nous aident à broder cette parole-là, à la tisser petit à petit, à la faire passer aussi d'une rive à l'autre dans ce travail de traduction. Voilà. Et puis cette proximité finalement qui, avec Missak ou Manouchian, je ne sais pas exactement comment l'appeler, le titre de mon intervention c'était Missak, un poète nommé Manouchian, en sous-titre, hein, un poète nommé Manouchian. Alors pourquoi le prénom dit la personne intime, privée, familiale, amicale. Le patronyme donne non seulement l'ascendant familial, mais la personne sociale, les fonctions qu'on lui associe aussi. C'est Missak quand il écrit dans le secret de sa chambre et qui s'épanche sur le papier. Et c'est Manouchian quand on le dépeint comme communiste, engagé dans la résistance. Mais c'est aussi Manouchian le poète, dont le recueil de poésie, sur lequel je me suis appuyé pour la traduction, donc apparu initialement par les soins du comité Manouchian à l'imprimerie Eléguian en 1946. Désormais en français aussi, on peut dire que c'est aussi Manouchian le poète, et qui le fut bien avant l'engagement auquel on attache son nom. C'était Missak le poète. Et je constate aussi l'ambivalence de l'expression « un poète nommé Manouchian », puisque celui qu'on a l'habitude de nommer ainsi, en ne tenant pas compte du poète qu'il fut, ou bien celui qu'on peut nommer à présent le poète par son patronyme aussi, et qui, ceci dit, reste toujours Missak. Hein, donc vous voyez aussi quand même une certaine... alors j'emploierai donc l'une ou l'autre des appellations selon comme ça vient, hein, donc, tout au long de mon intervention. Dans une notice biographique, pourquoi n'évoquerait-on pas aussi Manouchian avant tout comme poète ? Après tout, il a laissé davantage de textes poétiques que d'essais sur le marxisme, par exemple, à ma connaissance. Et ses œuvres, comme je le disais, ont de loin précédé ce qu'il a pu dire donc de la politique. C'est plus une question que je pose, hein. Je ne suis pas là pour dire voilà comment il faudrait faire. Ça, peut-être chacun en jugera. Voilà, donc vous le devinez peut-être déjà, on va peut-être même davantage, à travers cette espèce de compagnonnage, si je puis dire, avec Missak, on va peut-être plus parler de la poésie et de la traduction même, de ce mystérieux passage qu'est la traduction, bien sûr au travers de ces poèmes qu'il nous a laissés. Et j'aimerais dire pour commencer que j'éprouve un curieux sentiment d'étrangeté devant ma propre traduction. Et d'ailleurs, oui, j'ai noté que dans mon brouillon, en fait, dans le brouillon de mon intervention, en fait, j'avais écrit devant sa propre traduction, au lieu de dire devant ma propre traduction. Alors c'est un drôle de lapsus quand même, hein, c'est-à-dire comme il y a une étrangéisation finalement par rapport à son propre travail. Comme si j'entendais là, dans ce que je lisais en français, une langue étrangère, en français. Donc est-ce bien moi qui ai traduit cela? Et de cette façon-là, comme je le disais, traduire, c'est bien connu, hein, c'est conduire de l'autre côté, faire passer sur une autre rive, hein, la métaphore est très courante. C'est réalisé par le fait même, une fois la traduction accomplie, que ce texte traduit n'est plus à moi. Et à vrai dire, il ne l'a jamais été.
il est passé de l'autre côté, à plus forte raison s'il est publié, hein, donc là il faut vraiment lâcher prise. Mais donc, comme je disais, quand il était de mon côté, il n'était pas plus à moi en fait, mais je ne le voyais pas. Hein, donc, et le passage dans la sphère publique me permet de voir qu'il ne l'a jamais été, qu'il a toujours été finalement à la fois familier et étrange. Et en parler aujourd'hui n'est donc pas chose facile, puisque j'ai l'impression de revenir sur une terre à présent étrangère, en fait. Et non pas de revenir sur la terre natale. C'est quand même un drôle de sentiment. Comme si cette étrangéisation, hein, j'emploie le néologisme, bon, qui n'est pas de moi, hein, même, cette étrangéisation avait eu lieu en voulant rendre un texte plus familier, plus accessible, et m'avait redonné une fonction toute modeste, le rôle d'un passant dans un monde qu'il découvre. Plus passant que passeur, bien que le traducteur soit un passeur aussi. Hein, donc, alors, en ce qui concerne la traduction proprement dite, je n'ai pas abordé cette œuvre comme je l'aurais fait pour un article ou une monographie. Bon, je l'ai fait hein, couramment, en fait, je fais cours régulièrement, j'ai fait des conférences sur tel auteur, enfin, que j'analyse en long et en large, je pourrais tout à fait le faire. Et d'ailleurs, pour ce travail-là, j'ai analysé de nombreux passages, mais je l'ai envisagé avant tout dans sa matérialité sonore, dans son lexique, la polysémie qui lui est inhérente aussi, hein, il y a vraiment plusieurs sens pour chaque expression. Je l'ai envisagé dans son évolution thématique aussi, sa musicalité, sa forme, et toujours dans la perspective d'un passage à une autre langue. Œuvre sur l'étranger, écrite à l'étranger et passant à l'étranger. Hein, donc il s'agit de créer ou recréer un poème dans une autre langue. En fait, réécrire, ou plutôt écrire, hésitant toujours entre le jaillissement premier et l'acte de rendre palpable ce passage à l'étranger, cette étrangéité, hein, comme je le dis dans un des poèmes, en fait. L'étrangéité, hein, en fait, finalement, il y a un poème comme ça qui s'appelle Odarutun. Hein, donc Odarutun, c'est un des termes arméniens intraduisibles, hein, donc c'est à la fois la condition de l'étranger, l'être étranger en quelque sorte, ou l'être au monde étranger, puis c'est aussi plus concrètement le monde étranger, aussi, enfin, ça peut être plein de choses. Il n'y a pas d'équivalent linguistique véritable donc, entre deux langues, hein, c'est bien connu. Pour s'assurer qu'il y en a, il faudra encore être certain que le même mot, le même rythme, est perçu de la même manière dans une langue et dans une autre. Et même d'une personne à une autre aussi. Alors ça, c'est plus compliqué aussi, parce qu'au sein même de personnes, d'un groupe maîtrisant la même langue, on ne perçoit pas forcément tel rythme ou tel son de la même manière. J'ai été confronté, je le savais, comment dire, théoriquement, hein, mais j'y ai été confronté une fois de plus, et peut-être plus que jamais, lors de ma traduction des textes de Manouchian. Voilà. Et donc, comme je disais, traduire, c'est aussi laisser partir, accoster hein, sur une autre rive, créer un poème dans une autre langue, avec des échos de l'original. Dans d'autres cas, c'est aussi accepter des similitudes formelles, lexicales, syntaxiques avec l'original, pourquoi pas, tout en étant conscient que cela sera perçu différemment dans la langue de traduction. Bon, c'est vrai qu'on pourrait vous reprocher, par exemple, de ne pas suivre exactement le même maître, hein, de vers pour vers. Un alexandrin, c'est un alexandrin, quelle que soit la langue. Octosyllabe pour octosyllabe. Hein, certaines s'en font une règle hein, pour chaque traduction. Bon, enfin, je respecte du reste, hein, donc ça n'a pas été mon approche. Hein, donc, en effet, je pense aussi que, par ailleurs, le son, prenez n'importe quel son, en fait. Vous avez en arménien, par exemple, un son qui se termine en im, par exemple. Et est-ce que le im en français va résonner de la même manière? Est-ce qu'on aura la même sensibilité dans la résonance de ce im aussi? Est-ce qu'on va le percevoir de la même manière? Non. En fait, donc, c'est assez vertigineux aussi quand on se dit, c'est-à-dire qu'on est complètement dans autre chose, en fait, dans le poème, dans une autre langue. Que traduire le son, le sens, genre on pense toujours aussi à la phrase de Paul Valéry qui disait le poème, cette hésitation prolongée entre le son et le sens. Donc, j'ai retrouvé dernièrement aussi
une parole de Rudolf Panwitz dans La crise de la culture européenne, qui est citée par Walter Benjamin dans son travail sur la tâche du traducteur. Walter Benjamin cite Panwitz disant « L'erreur fondamentale du traducteur est de conserver l'état contingent de sa propre langue au lieu de la soumettre à la puissante action de la langue étrangère. Il lui faut élargir et approfondir sa propre langue au moyen de la langue étrangère. » Et après, il enchaîne en disant que justement, plutôt que de germaniser, parce que bon, littéralement, plutôt que germaniser le sanskrit, le grec, l'anglais, il faudrait sanskritiser, helléniser, angliciser l'allemand. Bon, ben, c'est ces questions-là que je me suis posées par rapport à l'arménien aussi. Et puis, bon, après, je parlerai aussi. Mon rapport à la langue arménienne aussi a été quand même fondamental dans la traduction des poèmes de Manouchian. Si bien qu'on aurait aussi envie de faire appel à ce je ne sais quoi que bon, Yankelevitch a théorisé, la théorie de la question du je ne sais quoi, pour traduire les rythmes, sonorités et nuances, comme autant de lignes mélodiques qui se suivent en parallèle, fraternellement, j'ai envie de dire, presque sans se croiser, comme en musique, peut-être qu'il y a des musiciens dans la salle, comme un morceau polytonal. Vous voyez, c'est cette espèce de chemin fraternel en parallèle. Mais bien sûr, rassurez-vous, cette perspective n'est acceptable que dans la mesure où un travail de fond est effectué sur le texte, bien sûr, bien évidemment. Donc il faut travailler toute l'analyse de ce texte et le travail sur la polysémie, justement, voir chaque terme, bien évidemment. Mais partant de là, on constate ce travail d'étrangérisation aussi. Sur des poésies d'exil. C'est ça qui est assez vertigineux. Alors, là où je disais aussi qu'il est curieux pour moi de me retrouver dans cette position où j'ai à parler finalement de ma traduction, qui est quand même assez inédite pour moi en fait. Je ne parle pas de la traduction, oui la traduction est inédite, mais je parle aussi de la situation qui est inédite. En fait, c'est que, comme je vous disais, j'ai l'habitude de parler des auteurs en général que j'analyse, et or ici, j'ai l'impression de ne pas avoir entièrement quitté cette traduction-là, mais en même temps de sentir aussi cette distance déjà dans la lecture des poèmes, si bien que je suis entre deux phases en fait, donc c'est assez particulier en fait. Finalement, comme dans un sas, entre la plongée quasi sensorielle finalement avec le texte et cette posture externe, qui paradoxalement nous permet de retrouver un texte dans toute sa proximité et sa familiarité. Donc j'en suis pas encore donc à aborder une rive qui aurait toute l'apparence d'une nouveauté. Alors pour vous dire clairement, enfin, il m'arrive par exemple de relire des passages et de me dire mais c'est moi qui traduis cela, pourtant j'y ai passé des heures et des heures par exemple sur tel poème, et me dire mais c'est incroyable quand même, c'est moi qui traduis. Alors du coup je reprends le texte et alors je me mets à retravailler le texte arménien en fait, et en ignorant le texte français en fait, et je le retravaille, je retourne dans deux sens, je recherche tout ça, et puis après je me retrouve avec une version, je compare avec pas l'original, mais avec la traduction originale, avec le texte publié, et je me dis, ah ben oui, c'est la même chose. Donc je l'aurais traduit de la même manière. Donc en fait, non, il n'y a pas de problème, je veux dire, syntaxique ou autre, donc je veux dire par là que finalement, vous voyez, c'est cette espèce de double territoire, si je puis dire. Voilà, donc en fait, à travers ce travail finalement avec Missak, ce qui est en jeu et ce que j'ai réalisé, ce n'était pas le texte d'arrivée, sa formulation, ni même son actualité, ni même le texte original exclusivement, bien qu'il soit important, bien évidemment, je ne dirais pas que... mais ce qui est en jeu, le point nodal, si je puis dire, c'est le passage, en fait, foncièrement inconfortable, peut-être, mais renvoyant au sempiternel transitoire, à cette étrangéisation finalement, à cet exil. Et là où c'est assez particulier, mais où ça démultiplie les sens, c'est que justement, comme je le disais, c'est une poésie d'exil. Bon, ceci n'a rien de choquant, bien sûr, donc pour cette poésie d'exil. La construction, ce que j'appelle la construction traduisante, elle fait écho
à celle de l'auteur dans l'écriture aussi. Permettez-moi peut-être un petit trait de coquetterie cartésienne, un peu facile peut-être, mais je te traduis, donc je suis. Hein, donc, il me semble avoir entendu quand même ailleurs, mais c'est peut-être le cogito des traducteurs. En tous les cas, le texte se construit avec le lecteur. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont parfois enseigné sur des textes et ont reçu cette question de la part d'élèves ou d'étudiants disant « mais est-ce qu'il a vraiment voulu dire ça, en fait, l'auteur ?» Mais je ne sais pas si c'est ce que l'auteur a voulu dire. On peut faire une recherche, bien sûr, sur s'il a parlé de son œuvre, s'il a écrit, mais qu'est-ce que le texte a voulu dire aussi? Là, c'est une question qu'on ne se pose peut-être pas assez souvent, en fait. Alors là, ça ouvre plein de potentialités aussi. Et puis, qu'est-ce que moi, comme lecteur, comment je le reçois aussi? Qu'est-ce que le texte dit à travers moi aussi? C'est une question qu'on peut se poser. En fait, je pense que finalement, on peut voir ceci comme un tiers-texte, comme une relation dans la chambre d'écho, cette conscience partagée entre un auteur et un lecteur, et un traducteur aussi, dans la plus vaste chambre du monde. Je vais interrompre la partie plus théorique pour peut-être lire un poème parmi d'autres. Il y en aurait tellement à lire. Je vais peut-être lire aussi juste des extraits. Pas l'intégralité de chaque poème. Attendez. Dans un premier temps, en fait, c'est vrai qu'on a le MISAC qui arrive à Paris, donc, en France, dans les années 20, et qui découvre tout un monde étranger, qui n'est pas encore celui qu'on connaîtra, qui se battra comme résistant, comme communiste, et qui suit des cours à la Sorbonne, des cours de littérature, qui avait déjà reçu une formation littéraire, qui connaissait aussi les auteurs arméniens, il avait aussi fait un passage au Liban, donc il avait appris beaucoup de choses d'un point de vue littéraire, et puis en France, en fait, cette passion pour la littérature, finalement, s'est reportée sur d'autres territoires linguistiques, à travers justement la littérature européenne et particulièrement la littérature française. Alors bien sûr, on ressent tout au long de la lecture de ces textes des influences majeures, comme Baudelaire, premier chef, bien sûr, Baudelaire, Verlaine et Rimbaud plus timidement, plus en filigrane. Curieusement, on n'a pas là un Manouchian qui va adhérer aux idées surréalistes, alors que si on compare un de ses quasi-contemporains, on a par exemple Shahan Chano, Armène Lubin, qui lui se rapproche des surréalistes, et ça s'en ressent dans cette espèce de choc entre des images contraires, choc duquel se dégage une énergie assez forte. On n'est pas du tout dans cet univers-là. Mais je pense aussi que c'est un rapport à l'influence de Baudelaire n'est pas innocente en quelque sorte. C'est la question du rapport aussi à la modernité. Bon, ça j'y reviendrai en fait. Mais je vous laisse peut-être découvrir aussi à quoi font penser ces mots-là aussi. Alors je vais trouver la page ici. Éventuellement, je me rends compte qu'en fait c'est vrai que le temps va filer, en fait on n'aura pas le temps de tout dire et de tout lire et aussi d'échanger, surtout j'aimerais bien qu'il y ait un temps d'échange. Peut-être ce qu'on peut faire c'est, par exemple je peux vous le... Ah non, je parlais, en fait tout le moment c'est... Alors... Oui, je vais vous laisser le texte en arménien. Je vais vous le lire en parallèle en français. Si on prend le temps de lire à chaque fois finalement dans les deux langues, je pense qu'on y sera encore à 23h en fait. Et, la littérature est passionnante, mais en fait quand même on a peut-être aussi une vie en dehors de ça. Donc si vous le pouvez, en fait vous pouvez suivre aussi en même temps pendant que je le lis en français, vous pouvez le lire au fur et à mesure si vous lisez l'arménien. Faites comme vous voulez.
Après, on pourra faire entendre un peu la langue arménienne aussi. Donc avec la nature. Pourquoi j'ai choisi celui-là? En fait, j'ai choisi celui-là parce que je pense qu'il dit bien aussi cette première, comment dire, cet éveil de la sensibilité chez le jeune poète. Certes, des influences qui se voient encore pas mal, mais peut-être en filigrane, on aperçoit déjà quelques motifs aussi du pays d'origine. En tout cas, il y a une forme de nostalgie aussi. Enfin, bref, laissons parler le texte. Avec la nature. Les ténèbres ont entièrement voilé l'horizon sans limite de la terre et de l'eau. Et des couleurs, des voix enchantées par l'obscurité se fondent dans la tiède étreinte de la nuit. Silencieux et profond comme les ténèbres, je me dresse seul sur la rive de l'océan. Avec les éclats de lumière des profondeurs, je me suis livré au jeu ivre de la mer. Comme une fiancée alanguie avec une délicate volupté, elle s'étend sur le sable humide, et de ses froides lèvres, elle donne des baisers, à moi qui deviens son fol amoureux. C'est un léger zéphyr qui caresse l'infinie étoffe de la mer et le sol verdoyant. Elle s'agite de tous côtés, la mer désirante, un chant doux et harmonieux sur les lèvres. La lune, cette nuit, craintive adolescente, s'entretient secrètement d'amour avec l'obscurité. Les ténèbres peu à peu enfantent de toutes parts le soleil de demain, le mouvement de la vie. Je suis ivre, impétueusement ivre du muet langage enchanteur de la nature. Sur mon âme orpheline de la vie tombe le mystère du chant de l'infini. Voilà. Alors c'est très drôle parce que finalement ce texte vient en écho d'un des tout premiers, donc dans le recueil. Alors c'est drôle parce que c'est le second texte maintenant que je vais vous lire et qui s'appelle Élévation. Et c'est à peu près la même position qu'a le poème Élévation dans le recueil des Fleurs du Mal de Baudelaire, dont on sent une nette influence. Donc je vais vous lire d'abord un passage du poème Élévation que... Et puis après, je vous lirai autre chose. Alors, élévation. Alors, oui, je veux dire plutôt la deuxième strophe. Ma vie ainsi dormante émère à l'infini. Mon idéal, un phare illuminant les lointains. Les vents me soufflent mille secrets et me portent des ténèbres à la lumière. C'est la deuxième strophe. Ma barque, docile aux caprices des vents, va tantôt vers le sud, tantôt vers le nord. Je me déleste du désir de la matière et je vais librement pour vivre le rêve. En vain rugit le souffle de la vanité. Dès lors, mon perfide ennui n'est qu'étreinte de ténèbres, tandis que moi, ami des étoiles et de la lune, je tombe dans l'infini abîme des lumières. Et après, je ne dirai pas la dernière strophe, parce qu'on va avancer un peu, sauf le dernier vers peut-être. Les hommes sans rêve sont esclaves solitaires. À méditer. Les hommes sans rêve sont esclaves solitaires. Oui, quand Manouchian nous parle finalement du langage, du mystère de l'infini, du langage des sens, de cette finalement de ce langage que tient la nature, finalement on croirait entendre parfois Baudelaire aussi lorsqu'il, bon déjà dans les correspondances, donc les parfums, les couleurs et les sons se répondent, mais aussi dans ce poème Élévation, qui commence par au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, etc., par-delà le soleil, mon esprit tu te meus avec agilité. Et un peu plus loin, Baudelaire aussi écrit oui, derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins, celui dont les pensées comme des alouettes vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Là c'est Baudelaire. Donc il y a vraiment une intertextualité à l'œuvre chez ce tout jeune auteur.
Et alors, je voulais lire aussi autre chose, alors cette fois de Hugo Friedrich, mais qui parle en fait bon, je le lirai après, en fait, quand on parlera du poème justement sur la vie publique, en fait, c'est autre chose. Retrouvons un peu certaines réflexions un peu plus conceptuelles. Oui, je voulais parler en fait de la question aussi de la langue arménienne finalement. Mon rapport à la langue arménienne finalement a pu jouer un rôle dans la traduction de ces textes de Manouchian. Donc il s'agit pour moi d'une langue familière évidemment, mais non maîtrisée depuis l'enfance, que j'ai, disons, réapprise, ou apprise même plus profondément, on va dire, donc beaucoup plus tard. Mais néanmoins, je n'ai pas pu l'apprendre comme on apprend une langue étrangère. J'ai donc à la fois une grande proximité et un grand recul. Et en fait, je considère que cette langue était au départ comme une inscription muette qui s'est muée en réseau de sens et de sonorités qui sont devenues ou redevenues familières. Et que j'ai abordé par d'autres littératures, paradoxalement. Alors, plus largement, bien sûr, il conviendrait d'examiner finalement toute la dimension arménienne dans ces textes d'une personne qu'on a coutume de présenter comme se rattachant à un mouvement de pensée et d'action internationaliste, humaniste, enfin on peut employer plusieurs termes. Non pas pour attacher la moindre de ces expressions à une nationalité précise, mais pour voir éventuellement ce qui s'y rattache en filigrane par la langue, le style, les motifs, les rythmes. Par exemple, dans des poèmes d'obédience nettement communiste vers la fin du recueil, où ce qui prime au premier abord, c'est l'idéologie. Donc on le sent vraiment, donc l'Arménie soviétique, notamment le poème pour le journal L'Humanité aussi. Mais même dans ce poème à l'Arménie soviétique, finalement, il s'agirait peut-être d'examiner le point de jonction entre ces deux espaces, qui en donne un troisième, qu'on appelle un tiers espace en critique littéraire, porteur peut-être d'une autre vision du monde, qui ne correspond pas à la vision communiste, si je puis dire, ni même à une vision spécifiquement arménienne, mais une espèce de troisième espace inqualifiable. Voilà, donc je voulais dire peut-être juste un dernier mot sur la question de l'étrangeté aussi dans la langue française aussi, parce que vous savez, quand on vient de plusieurs langues, de plusieurs cultures, finalement, on est un peu partout, comment dire, à la fois chez soi et étranger. Là aussi, on ne peut pas être qualifié entièrement d'étranger ou de familier, mais on est toujours dans cet espace intermédiaire. Si bien que j'ai accueilli la poésie de Manouchian, non seulement après ce long parcours dans la langue arménienne, mais aussi et peut-être avant tout après mon long parcours dans cette étrange langue française. Étrange pour moi qui n'en avais pas l'origine, donc je ne suis pas d'origine française, mais dont je me sentais très proche, familier, dans cette littérature peuplée de poètes qui, eux aussi, quoique français, étaient en quelque sorte étrangers dans leur propre langue, dans leur propre patrie, donc, ou qui du moins se trouvaient dans une bien étrange maison familière, si vous me permettez l'oxymore, des Baudelaire, des Verlaine, des Rimbaud notamment, qui ont influencé justement Manouchian, et bien d'autres encore, que Manouchian d'ailleurs avait traduit en partie. Enfin, il a traduit quelques pièces, notamment qu'on peut lire dans la revue Tchank, qu'il avait cofondée et co-dirigée en 1930. Tous ces auteurs, ces œuvres qui constituaient pour lui, comme pour moi, un réceptacle finalement, un lieu d'accueil et d'échange pour l'exilé arménien en France dans la première moitié du XXe siècle et son traducteur dans la première moitié du XXIe. C'est-à-dire que finalement aussi, bon, peut-être que je dois signaler au passage que en fait, c'est très drôle pour moi d'avoir à traduire justement ce texte-là, tous ces poèmes-là, alors que j'ai enseigné quand même 14 ans le français, la littérature française dans les lycées. Donc là aussi, j'ai retrouvé les mêmes poèmes, mais différemment. Alors,
Alors, à cela s'ajoute un élément de complexité supplémentaire. Le texte original, tel que je l'ai analysé, tel que j'en ai perçu du texte de Manouchian, il est lui-même donc hybride et puis à diverses traditions littéraires, bon, comme je le disais, donc, notamment françaises. Ceci étant, finalement, n'est-il pas aussi à la jonction entre... tout texte n'est-il pas à la jonction entre plusieurs traditions, plusieurs genres, plusieurs voix? Tout texte n'est-il pas polyphonique? Et ceci nous interroge sur le concept aussi d'altérité fondamentale. On verse plus dans la philosophie maintenant. Y a-t-il une identité textuelle? Je me suis posé toutes ces questions-là. En fait, je ne vous en parle pas par hasard, donc je les ai vraiment écrites. J'ai écrit tout ceci finalement suite à cette traduction-là et en pensant constamment aux mots de Manouchian, et au travail que j'ai effectué là-dessus. Donc finalement, c'est aussi le fruit de mon travail. Finalement, c'est pas seulement le livre que vous voyez ici, mais voilà, tout ce que ça a engendré et ce que ça continuera peut-être d'engendrer. Y a-t-il donc une identité textuelle? On parle toujours des identités culturelles, nationales et autres, mais y a-t-il une identité textuelle qui se définirait par la confrontation avec une différence qu'on a coutume d'appeler altérité, c'est encore autre chose. L'altérité est-elle constitutive de ce qu'on a coutume de considérer comme fondamental? Ou bien l'identité est fondée sur la relation entre un toi et un moi qui permet une définition réciproque, voire cette création d'un tiers espace dont je parlais, ou d'une troisième langue. Alors, ce point nous amène tout naturellement à la place de la biographie dans l'activité de traduction, et c'est un point éminemment critique, voire polémique. Donc là, on ne va pas refaire l'histoire de la traduction, mais particulièrement pour Manouchian peut-être, parce que c'est vrai qu'avec tous les événements qui entourent la panthéonisation, qui sont certes donc très important, enfin, cette panthéonisation est certes un moment très important, et il y a beaucoup de choses aussi qui ressortent par rapport à la vie de l'auteur, qui sont passionnantes. Donc c'est vraiment, je pense que personnellement, moi je m'intéresse beaucoup aussi à la vie des auteurs, à leurs journaux, à leurs correspondances, je trouve ça passionnant, mais je pense qu'en fait ils disent toujours une parole à côté du texte. On est là aussi, quand je parlais du texte original et de la traduction, je parlais du chemin fraternel et parallèle, on dirait qu'il y a quelque chose de ça aussi dans la question de la biographie et de l'œuvre. Et je m'en suis rendu compte plus que jamais avec justement Manouchian, avec tout ce qu'on entend actuellement, et qui nous reporte vers une extériorité pure, et qui nous éloigne peut-être de quelque chose d'essentiel. Alors attention, je ne dis pas que la biographie n'est pas importante, ou que l'engagement social ne l'est pas, c'est tout le contraire, bien évidemment. Mais je dis que si on se focalise que sur ça, finalement, on perd de vue peut-être quelque chose d'essentiel, une espèce de noyau indéfinissable. Je vais vous lire la phrase d'un auteur, vous me direz peut-être si vous avez reconnu cet auteur-là. Un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Alors, qui a dit ça? Une question pour un champion. Un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Manouchian. Ça aurait pu. Non, c'est... oui? Proust? Oui. Très bien. Donc, alors en fait, oui. Et dans quelle œuvre? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, une lecture de lycée, ou une lecture personnelle peut-être aussi? Le temps retrouvé? Comment? Non, le temps retrouvé? Non, il aurait pu, mais... oui. Contre Sainte-Beuve? Contre Sainte-Beuve, effectivement. Ah. Alors, bon, je ne voudrais pas dire que... je ne suis pas contre l'approche biographique, on va dire, de Sainte-Beuve personnellement, mais je dis qu'il y a autre chose. Peut-être que j'aurais une position moins radicale que Proust. Mais effectivement, un autre moi, en fait. Et je l'ai vraiment senti chez Manouchian. Bon, je ne suis pas spécialiste de la biographie de Manouchian, loin de là.
Mais de ce que j'en connais, de ce que j'ai lu, en fait, je me suis dit, mais là, il y a un autre homme et c'est le même en même temps. Donc quand on parlait d'altérité, là aussi, c'est assez vertigineux finalement. Alors, je vous parle aussi de l'approche que j'ai eue dans cette traduction aussi. C'est une approche qui consiste à se pencher sur les forces internes de l'œuvre, ses mouvements d'énergie, ses sons, couleurs, rythmes, et ce qu'ils traduisent. Pour bien traduire, en tout cas, je pense que c'est nécessaire. Ces forces, pour moi, en diront bien davantage que toutes les anecdotes qui fourmillent et qui correspondent bien souvent à un autre moi, que le moi si riche et multiple qui se retrouve traduit et transmué sur le papier par une étrange alchimie, et dont les taches d'encre entrent à leur tour en résonance avec tant d'autres histoires partagées avec chaque lecteur, et dont la fixation circonstanciée appauvrirait considérablement la charge et le portrait. Si on expliquait exactement qu'il a écrit tel texte et que ça voulait dire tel truc parce qu'il a voulu dire ça et parce qu'il l'a écrit sur le rebord de sa fenêtre, parce qu'il pensait à tel groupe ou tel mouvement de la journée, tout ça, bon, ça peut avoir son intérêt, bien sûr. Bon, je pense qu'on ne réussira pas à trouver beaucoup d'éléments, hein, mais je pense que ça nous éloigne d'autre chose. Hein, donc, particulièrement dans le cas de Manouchian, qui à mon avis souffre d'un surinvestissement idéologique et typologique même, et pour cause, hein, bon, comme je parlais de l'événement qui la rendéonisation, bien qu'un acte symbolique fort, hein, donc, et puis tout aussi le spectre, on va dire, de l'engagement politique et partisan aussi. Enfin bon, pour moi, c'est bien que ce soit important de le connaître, c'est un danger supplémentaire pour celui qui voudrait approcher l'énigme artistique, hein, donc au cœur de ce parcours, le mystère de la création artistique, comme il disait Stefan Zweig. Je me suis donc aucunement laissé influencer par ce futur communiste, hein, ce futur résistant, et encore moins le panthéonisé, hein, donc que sera Missac. Bien souvent, les choix lexicaux, hein, donc les choix liés au registre, au style, auraient pu finalement revêtir l'empreinte de ce cheminement ultérieur, ou même en parallèle, et être infléchi en ce sens, mais bon, j'ai pas cédé à cette tentation-là. En fait, ce qui, finalement, pour moi, le texte aussi a une vie autonome, et on ne pourrait pas le soumettre à la tyrannie de la biographie. Alors, c'est pas facile, hein, ça implique un grand lâcher-prise. Mais c'est dans ce lâcher-prise-là que réside, pour moi, l'essentiel. Cette construction qui voit le jour entre le lecteur, le texte original, le texte en langue étrangère, etc. Concrètement, dans les textes aussi, on perçoit dans plusieurs poèmes une énergie fondamentale de l'ordre de la révolte, des alternances entre espoir, désespoir, un grand besoin d'aimer, d'être reconnu, d'être entendu. Mais bon, est-ce là le propre de tous les... N'est-ce pas là le propre de tous les êtres humains, en fait? Tous deviennent-ils pour autant résistants ou communistes? Pas forcément. C'est un chemin possible. Finalement, c'est la jonction entre un parcours personnel et des circonstances historiques, idéologiques et autres, hein, bien sûr. Voilà. On peut bien sûr parler de deux périodes. Hein, une première période plus intime, plus personnelle, où on sent vraiment comme je le disais, tous ces thèmes-là, hein, cet espoir, cette alternance d'espoir, désespoir, peut-être plus souvent un peu de poème de désespoir, hein, mais bon, on sent qu'il retrouvera le chemin par la suite. Et puis il y a un étrange pivot qui a lieu c'est dur à situer, mais vers 1933, on va dire, et plus pleinement en 34, 35, qui est l'engagement social. Et on sent que toute cette révolte qui grondait, toute cette colère, parfois même, pour reprendre ces mots, cette haine même, vont être transformées, transmuées par une étrange alchimie qui va faire de lui un combattant, hein, en quelque sorte. Hein. Il va aller se battre pour faire triompher cette liberté, hein, dont il parle dans ses textes aussi. Alors c'est intéressant de voir le parallèle, vous le verrez peut-être à la lecture, mais on pourrait en lire peut-être quelques-uns dans le poème aussi, voir un peu comment ça se manifeste dans la première période et puis comment ça se manifestera dans la dernière, voir les petites différences qu'on peut y trouver. Par exemple, tenez, prenez un poème de 1932. Page 63.
si je prends je vais sélectionner pas ça parce que sinon on n'aura pas le temps. La deuxième strophe. Mon âme est un four où à tout instant la vie fébrile lance des désirs. Des élans nostalgiques l'embrasent sans fin et la flamme de mon amour la garde allumée. Le feu de l'ardeur illimitée partout propagée fond tel un torrent sur le monde. Je désire donner à tous fraternellement le baiser immaculé de mon brûlant amour. Cependant, l'obscur doute rend mon âme ennemie du monde environnant, car tant de fois, hélas, je fus trompé par la langue toujours perfide des humains. Mon âme est assoiffée du rêve d'amour, quand les aspirations muettes me brûlent, et sur mon visage, comme la brume, se répand partout la fumée du chagrin. Voilà. Donc, vous la sentez là, à la fois cette révolte qui gronde, mais aussi cette ardeur aussi. Hein. C'est le chant lexical hein, du feu, de tout ce qui brûle, finalement, il est bien là. On sent que le volcan, il est déjà allumé. Hein. Mais alors, comment il va se déverser après le volcan, quelques années plus tard alors, si on avance un petit peu dans le temps, non, là je retrouve juste au passage, non quand même, juste au passage, 2-3 vers en 1933 pour voir ma volonté rebelle s'est asservie à tes innombrables chaînes et la source de rêverie s'est asséchée en moi. Il parle à sa conscience. Hein. Donc, tel un tigre enragé, je fonds sur toi. Je veux t'écraser et te démembrer sans ménagement. Sous mon assaut effroyable, tu sembles disparaître, et mon ancienne âme déchaînée s'enivre avec joie. Mais quand les passions s'assouvissent et retombent, tu l'enfermes dans la cage en fer de ta volonté, et mon âme, muette sous les coups de ton fouet, mécréante et désespérée, me hait avec hargne. Ô, ma conscience, invisible adversaire, qui tue mon cœur sans fin. Dans mes passions enflammées, je te fais souvent disparaître. Mais tel le phénix, tu renais de tes cendres, tu me renvoies toujours ton insoluble énigme. Voilà. Alors, le motif du phénix hein, dans la littérature arménienne au XXe siècle, la littérature d'exil, est aussi très présent. Hein, donc, parce que le phénix, c'est celui qui renaît de ses cendres, hein, c'est bien connu. Et c'est aussi l'exilé apatride qui finalement renaît à travers, entre autres, hein, la langue poétique, mais pas uniquement, puisqu'on voit que finalement, quand on va un peu plus loin dans le temps, on a d'autres poèmes. Attendez, c'est ça, lutte. Oui, celui-là il serait bien, mais enfin on n'aura pas le temps en fait. Ah oui, bon, celui-là peut-être. Allez, encore un petit peut-être. Enfin non, il est long. Mais on va essayer de on va essayer de... Mais c'est cruel le texte, comment on pourrait... Alors, oui, les sans-travail. Alors là, on est encore en 1933, mais c'est écrit à l'occasion d'une manifestation. Donc, pardon, est-ce que j'ai cru que quelqu'un a dit... Non? Vous aviez une question? Oui, page 170. Si je l'ai dit entre les mains. Alors... voilà. On y arrive. Alors, avec toujours cet écho qui revient en anaphore, Hatzgam Ashradank, Ashradank Gam Hatz. Hein, donc, c'est cette espèce de revendication qu'il scande, il donne la voix au peuple, hein, le poète donne la voix au peuple qui finalement... Qui reste sans voix justement devant l'injustice, le travail du poète. Bon, là on est plus dans on envisage les choses de façon peut-être plus romantique, hein, mais c'est vrai que c'est la figure aussi du poète engagé qui sera porte-parole du peuple. Hein, donc on sent peut-être aussi, alors pas spécifiquement dans ce poème, hein, mais peut-être dans d'autres poèmes où la revendication est beaucoup plus générale, où on sentira aussi certaines influences de Hugo, hein, de Victor Hugo d'une certaine époque. Mais en fait, ça c'est une petite parenthèse d'intertextualité. Alors, dans les sans-travail, oui, je vous lis juste
à la volée quelques vers. Notamment, vous pouvez prendre la strophe 4. Donc du pain ou du travail ou du pain. Le pavé de la rue devient lieu de scandale. Quand la loi hésitante, plus encore pétrifiée, veut entraver ses appels éperdus. Je passe un peu. À l'avant-dernière strophe. Du pain ou du travail ou du pain. Hurlons, camarades, incendiés de colère, que brûlent sans fin nos cœurs fiers, que la protestation enfle comme un torrent, afin que tous les esprits refroidis, afin que ce monde bâtard et vieilli, arraché par les flammes de notre dense colère, jusqu'à la fin des temps devienne cendre. Donc, il y a un autre registre, hein, quand même. Alors, si on avance aussi, Dimitrov aussi, on aurait pu lire aussi, mais enfin on ne pourra pas lire Dimitrov, qui était une figure importante aussi du même combat. L'appel de la multitude, là c'est les derniers poèmes du recueil que je vous montre. Voilà, voilà l'appel de la multitude. Achtung Getzek, quand même, ça aussi. Donc, je vais avancer jusqu'à Khojaïn Hayastan, donc à l'Arménie soviétique. Baïkar, combat, Khojaïn Hayastan. Voilà, alors un poème de forme assez particulière aussi. Alors si on avait le temps, mais on n'a pas le temps, le temps file. Voilà. J'ai dit à peu près le quart de ce que je voulais dire. Alors, oui, on pourrait, si on avait le temps, mais bon, ça viendra un jour peut-être sous d'autres formes, par d'autres que moi aussi. Donc on pourrait aussi analyser la forme chez Manouchian. En fait, ici on a un poème, une facture assez intéressante. Il s'adresse à l'Arménie soviétique justement, et finalement il parle aussi d'elle comme une rescapée, hein, finalement du naufrage. Donc, et qu'il dit justement que ton territoire s'est rétréci, mais à la place de monastères en ruine, tu élèves aujourd'hui des temples géants au saint travail où seul grandit la croyance, la science, et avec ce fécond élan de foi, tes terres désertifiées fleurissent à la vie, tes pierres prennent souffle, et chaque ruisseau devient une source de bien. Voilà, ça c'est à la fin, l'avant-dernière strophe. Hein, donc, si vous prenez par exemple la dernière strophe, écartant pour fendre obstinément les noirs nuages des siècles de l'histoire, un nouveau soleil ranimé et renflammé à point sur la ligne d'horizon, et tel l'arc-en-ciel garanti contre les sourdes et incessantes luttes raciales, il bénit avec les lumières de la fraternité les mains justes, laborieuses et victorieuses. Là on sent une phraséologie, un discours qui est... voilà, on reconnaît quand même une autre forme de discours, hein, plus partisan aussi. Tout en reprenant des motifs universels ou des motifs mythiques aussi, les motifs des livres fondateurs. On voit que l'arc-en-ciel, effectivement, qui fondait l'alliance entre Dieu et les hommes ici, c'est comme si tout se passe comme si l'arc-en-ciel venait établir justement un arc entre les hommes dans la fraternité pour la justice. Hein. Donc vous voyez là, comment on récupère certains motifs, mais pour leur donner une autre résonance également. Voilà. Alors, si je pouvais encore dire quelques paroles avant peut-être qu'on ouvre la discussion, parce qu'en fait, je suis loin d'avoir tout dit. Enfin, attends, j'avais tout dit. En fait, oui. Alors, oui, j'ai constaté en fait dans cette poésie-là aussi que chaque poème de Manouchian est le fragment d'une histoire finalement, et également le fragment d'une voix, VOIX. Hein. Bon, bien, on aura envie de faire bien sûr le jeu de mots avec VOIE, parce que c'est vrai que là aussi ce serait vrai. Hein. Donc, fragment d'une personne, d'une mélodie. Et dans cet ordre d'idées, de quelle réalité s'agit-il? Quelle réalité nous dit le poème? Est-ce que c'est une réalité événementielle, intérieure, historique, métaphysique aussi? Alors le poème, ou le poète, hein, a emporté finalement avec lui bien des secrets. Et à nouveau, on est loin de Sainte-Beuve. Voilà. Donc, je pense aussi que
finalement, en lisant Manouchian, finalement, on accède à quelques moments fugitifs, hein, donc d'existence. Et peut-être aussi ce que Roland Barthes il appelait des biographèmes, hein, donc, qui finalement, comme des instantanés photographiques qui apportent une forme d'enchantement qui soit réelle ou fictionnelle, hein, mais qui en tout cas correspondent à une vérité intérieure. Et c'est là peut-être que Manouchian nous parle, parce que justement, si on le dégage un peu pour un temps de toutes ces circonstances-là, on peut être touché même sans connaître finalement cette histoire précise. Et alors c'est drôle parce qu'en traduisant Manouchian, en le relisant en fait, j'ai pensé au poème Pulvérisé de René Char, qui là aussi était un quasi contemporain, mais il a vécu plus longtemps, hein, donc jusque dans les années 80, qui écrivait dans Le Poète Pulvérisé « Sommes-nous voués à n'être que des débuts de vérité ?» hein, et c'est vrai qu'en lisant Manouchian, on se dit « mais que serait devenu le poète de la maturité finalement, s'il avait continué d'écrire, s'il avait repris l'écriture plutôt, parce que dans une lettre à Méliné, en fait, il écrit qu'il est trop pris, c'était en 34-35 je pense, il est trop pris par l'activité, par le combat social, qu'il a renoncé en quelque sorte à l'écriture poétique. On n'a pas la même typologie que Arthur Rimbaud, hein, c'est pas peut-être la même personnalité, c'est pas les mêmes œuvres non plus. Néanmoins, on a cette impression qu'il doit se vouer entièrement à une autre forme de combat. Mais on peut avoir cette légitime question, hein, de se dire, mais s'il avait survécu, s'il avait vécu donc après la guerre, est-ce qu'il serait peut-être revenu à l'écriture, qu'aurait-il écrit? Parce que c'est vrai qu'on a quand même les poèmes, alors certains poèmes montrent une forme de mûrissement, hein, si je puis dire. D'autres poèmes sont encore difficilement, sont encore pris dans des influences de jeunesse. Donc c'est assez dur de dire. Oui, j'avais noté aussi en fait une lecture qui m'était venue aussi dans tout ce travail-là, en fait, et plutôt à son issue, hein, donc à propos du fragment. Par rapport à ce peu de fragments qui nous est parvenu, hein, on aurait envie de dire, comme Jean-Pierre Richard, hein, qui, dans ses études sur la poésie moderne, l'essentielle douleur du fragment, c'est de se souvenir encore de l'ensemble dont on l'a par force séparé ou auquel il ne s'est pas encore réuni. C'est de savoir que le fragment n'est qu'une parcelle fatalement incomplète de la réalité. Voilà, fin de citation, Jean-Pierre Richard. Voilà. Je voulais dire quand même un mot sur... oui, je voulais quand même lire, avant de terminer, le poème qui pour moi est le poème peut-être pivot dans l'œuvre de Manouchian, et qui a une charge symbolique vraiment importante. Alors c'est un poème qui peut être perçu comme un peu scandaleux, on va dire, mais voilà, le poème, donc c'est page 157, à une femme publique. Alors vous voyez ce qui va se passer là, en fait, on doit certainement être vers 1933, en fait, 33 ou 34, plutôt 33. Voilà. Donc, Manouchian fait preuve de plus une simple empathie vis-à-vis des épreuves que peut traverser la femme publique. Il va même non seulement renverser le thème en montrant que c'est la société qui est prostituée, hein, donc ça reste assez classique quand même, mais c'est peut-être dans la dernière partie du poème qu'on a quelque chose de particulièrement intéressant. Je vous lis peut-être juste les deux dernières strophes. Ta tendresse généreuse, tu l'as pressée sans ménagement, dans toutes les veines pleines de désir de mon corps.
Mon âme assoiffée est à présent pleine de toi. Pour le voyageur là que je suis, tu es une oasis. Ô sœur d'amour inconnue et impersonnelle, bénies soient tes caresses éperdues et voluptueuses qui, dans mes heures d'affliction, m'ont offert le doux vin de la félicité et de l'oubli. La cohorte de tous les rêves d'espoir brisés, la rancœur déchaînée par ta souffrance et ton dénuement mûrissent dans mon âme comme une vengeance, et je t'aime de mon fraternel amour. Ce serait trop long d'analyser le texte. Il y a quelque chose d'assez troublant et on pourrait faire, comment dire, une erreur d'interprétation en le lisant un peu rapidement. Ce qu'il en est ressorti de l'ensemble, en tout cas de l'analyse que j'en ai faite, c'est que finalement, là il y a un tournant quand même très important qui est que en prenant sur lui en quelque sorte la douleur de cette femme qui est pillée littéralement par tous, il va, en épousant sa cause, j'emploie le terme quand même avec, sciemment, il va tenter de redonner à sa mesure au monde la justice aussi. Il va faire sienne la cause de la prostituée pour se donner au monde, mais cette fois, non pas dans l'humiliation qu'elle a à subir, mais pour justement sortir tous ceux qui subissent l'humiliation, les sortir de ce marasme, de cette injustice, de ce gouffre, se donner au monde finalement, pour retrouver fraternellement le lien qui unit tous les êtres humains. Hein, donc c'est là où il retrouve le, comment dire, il retrouve cette espèce de fraternité qui finalement sera son combat de la fin de sa vie. Hein, donc, bien évidemment, il ne faut pas prendre le texte au pied de la lettre. Hein, mais je pense de toute façon qu'il l'a composé sciemment, de façon, avec une vraie provocation, bien sûr, mais c'était justement pour heurter, hein, pour aller chercher les gens dans leur dernière résistance. Voilà. Alors, pour terminer peut-être, oui, bon, ça on n'a pas eu le temps d'en parler, parce que c'est vrai que, en fait, peut-être pour terminer, je peux vous lire un dernier texte, un dernier cette fois-ci, sur la question du garrod quand même, c'est important, puisqu'on pourrait dire, mais et l'Arménie en fait dans tout ça, en fait, comment parle-t-il de l'Arménie? En fait, il en parle très peu. Je ne parle pas de Khortaïn Hayastan, la fin de l'Arménie soviétique, là les choses sont très explicites. Mais comment il en parle dans la première période, en 1931? Alors, on trouve un poème à la page 56, Hori Garod. Donc, je ne veux pas épiloguer longuement sur l'extrême difficulté de traduire le terme Garod, qui donc englobe à la fois la nostalgie, le manque, en même temps le Garod qu'on peut concerner le pays, mais en même temps, c'est pour ça que d'ailleurs on dit Hori Garod, parce que c'est le sol, hein, c'est la terre. Donc, mais on peut aussi avoir le Garod par rapport à quelque chose de sa vie ancienne, une personne, c'est un terme très, très vaste. Bon, il y en a dans de nombreuses langues aussi. Alors, 56, c'est très dur de traduire en allemand. Je pense qu'il y a des germanistes dans la salle, c'est très dur de traduire aussi des termes comme Sehnsucht par exemple, qui est à la fois le désir, l'élan, avec toujours un brin de quelque chose d'absent aussi, en fait. Peut-être traduire le saudade aussi en d'autres langues, etc. Alors, prière, ah oui, prière au passage, juste, non, je ne vais pas la lire, hein, donc il faut cadrer les choses quand même, mais c'est pour donner une petite nuance sur l'image qu'on a parfois, hein, d'un Manouchian qui n'aurait pas été croyant, qui aurait même été peut-être contre toute forme de religion ou autre, et en se basant notamment sur certaines déclarations plus de l'époque communiste. En fait, je vous invite à découvrir, bon, si vous avez l'occasion, ce très beau poème qui s'appelle Harot, prière. Oui, on a l'impression parfois, même dans certains vers, d'entendre quelque chose d'un écho de Saint-Grégoire de Narek aussi, dans cette façon de manier les qualificatifs pour Dieu aussi, cette espèce d'élan, cette lyrique finalement impersonnelle, si je puis dire. Donc je vais
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que finalement, c'est très dur de parler de la foi d'un auteur, hein, parce que c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'anecdotes. On peut dire voilà, telle était sa position officielle, ou, mais au fond, quand il refermait la porte de sa chambre le soir, qu'il se retrouvait face à lui-même ou face à son miroir, pour reprendre le titre d'un des textes, d'un des poèmes, hein, donc le miroir et moi. Qu'est-ce qu'il pensait au fond quand il était face à cette conscience dont il parle finalement? On ne sait pas, hein, on ne peut pas dire de quelqu'un il est croyant, il est athée, on sait ce que la personne en a dit, on ne sait pas quand elle est seule avec elle-même, qu'est-ce qu'elle pense. Donc je ne sais pas, moi en tout cas j'ai du mal à me prononcer. Nostalgie, donc moi j'ai traduit par nostalgie de la terre. Bien sûr il y a une redondance dans ce mot-là, je l'assume. Mais s'il n'y avait mis que nostalgie, ça aurait été beaucoup parce que nostos algos, c'est le mal du retour, hein, étymologiquement. Du reste, c'est un terme médical qui a été employé dans un contexte très particulier. Enfin, il y a un chapitre intéressant, je ne peux pas épiloguer là-dessus non plus, mais il disait éventuellement, si ce n'est déjà fait, l'encre de la mélancolie de Starobinsky. Lisez tout Starobinsky, c'est très beau. Enfin, concernant la question de la nostalgie et de la mélancolie, en fait, il a écrit quelque chose de très lumineux, on va dire. Mais c'est vrai que... attendez, je retrouve la page et après je pourrais parler, parce que c'est un peu dur de faire deux choses en même temps. 50, voilà. 56. D'ailleurs lui-même, il dit la terre ou le sol. Donc du coup, en fait, je ne me suis pas privé non plus, même si nostalgie avait une forme de pléonasme, un peu de redondance étymologique. Donc j'ai mis nostalgie de la terre. Voilà, donc on peut terminer peut-être sur ce texte-là. Terminer pour ma part. Après, on va ouvrir un peu. Voilà, lisons peut-être les deux premières strophes. Du cœur des montagnes s'étendent jusqu'au village de blancs chemins dessinant le tiède verdoiement de l'horizon, et telle la mer illimitée, des champs ensemencés et des champs rouges. J'ai pris la sinueuse allée du village, mon soleil sur mes épaules comme un abricot, à mes lèvres tremblantes un vieux chant de laboureur, je pars livrer mon cœur. Oui, je pars livrer mon cœur au cœur des montagnes. Des mûriers m'escortent à droite, à gauche. Je vais passer un peu, pour aller quand même. Voilà. Donc on va maintenant lire la deuxième strophe de cette page. Le spectre doré du soleil déverse des torrents de sève de vie aux vignes, qui attendent avec fébrilité, ardente et infinie, la vigoureuse main des cueilleurs. Le parfum du raisin, le chant du grillon et les innombrables voix anciennes du cœur, telles les douces paroles maternelles, bercent mon âme d'un amour illimité. Ah, alors oui, ici, notamment dans le bercement, il y a un autre texte que je ne dirai pas, hein, donc ne vous inquiétez pas, mais je veux dire, je ne vais pas me disperser sur autre chose, mais où il parle justement de cette douceur maternelle qui s'est étendue sur l'ensemble de sa vie. Et alors immédiatement, quand on parle d'intertextualité, on pourrait aussi parler de lien avec les autres arts. J'ai pensé à cette œuvre de Archil Gorky, pour rester dans un corpus plus arménien, cette fois. Comment le tablier de ma mère s'est développé sur toute ma vie, je pense, ou je ne me rappelle plus exactement. Ça a été tendu sur toute ma vie, quelque chose comme ça. Un beau tableau, hein, où on voit justement tous ces éléments fragmentaires qui finalement se retrouvent et forment une espèce d'unité. Voilà. Alors, et pour terminer, peut-être, la dernière strophe de cette page et la dernière du poème aussi. J'aspire à être de nouveau l'ami des vents, le prince des montagnes, le hameau éternel du berger de mes jours d'enfance, d'une seule flûte ramener à moi le monde entier, et aimer, être prophète des nuages du ciel, parler à la fleur la langue de la source, apprendre de l'oiseau le secret de l'amour, et le chuchoter chaudement à ma bien-aimée, de la bouche des étoiles à l'étreinte du rêve. Voilà. Donc, je pense que on va
on peut ouvrir un petit peu sur dès maintenant. Non, je sais pas, parce que moi, en fait, si je ne m'arrête pas maintenant, il y a fort risque qu'on dorme ici et que je ne m'arrête pas, en fait, et ça serait mieux pour moi. Oui, hein. Je vais commencer parce que les premières questions sont toujours difficiles à lire. Donc, merci beaucoup Stéphane de nous avoir plongé là-dedans. Alors moi je ne suis pas littéraire, hein, donc je vais peut-être aller vers la tyrannie de la biographie ou pas, mais pas seulement, mais dans un autre... Non, bien sûr, mais pour... Alors moi, ce qui m'avait, dans les poèmes, effectivement, il y a quelques-uns qui sont très, très, très forts, qui m'ont touché. Moi, c'est Prière qui m'avait beaucoup touché parce qu'il est, et puis aussi un peu la nostalgie. D'abord parce qu'il y parle aussi de sa mère, donc il y a la dimension de l'orphelin qui n'a pas évoqué, mais aussi, je pense, qui est aussi quand même constante dans ce sens. Alors j'ai appris justement en faisant le livre avec Péchanski, etc., que parce que je n'étais pas une exégète non plus de Manouchian ni de son œuvre, mais qu'avant sa mort, il s'est confessé, il a communié. Dans les carnets de prêtre Enoch, qui était l'aumônier du Mont Valérien, donc et comme beaucoup d'autres. Donc voilà, donc je ne le savais pas, ce que je vous dis, je ne connaissais pas bien sa vie, et donc je pense qu'il y a cet écho-là. Donc je ne sais pas si c'est... Pas oublier que dans l'orphelinat, d'abord il a eu une éducation chrétienne initiale, et puis dans l'orphelinat aussi, un de ses professeurs, Boralian, qui a écrit aussi des mémoires sur lui, alors ex post, quand il est devenu célèbre, mais déjà c'est le frère d'un évêque, de l'évêque d'Alep, donc c'est pas... voilà, donc il y a aussi cette dimension initiale. Alors on parle beaucoup de l'influence française, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Hugo, etc. Mais qu'en est-il aussi des influences arméniennes? J'imagine qu'il a aussi... alors là, c'est une question, entre guillemets, à laquelle je ne sais pas répondre, mais j'imagine quand même qu'il a lu aussi beaucoup de littérature arménienne, pas que de la littérature française, et de la littérature aussi d'Arménie soviétique, dans le thème de la foule. Et donc là aussi, est-ce qu'on retrouve, dans ce que toi tu envoies, est-ce que tu retrouves des Kokénarek, mais je veux dire, il y a aussi tous les poètes martyrs, de l'époque, qu'on appelait les poètes martyrs, et quelques autres. Donc est-ce qu'il y a aussi ça, est-ce que ça a alimenté ces... Oui. Parce que son Boralien dit qu'il était, il lisait beaucoup, qu'il pillait lui et son frère la bibliothèque. Ils écrivaient aussi déjà des poèmes à l'orphelinat. Donc il y a aussi, dans la transformation de Manouchian aussi en poète, il y a aussi quelque chose qui le rattache à cette période, de l'orphelinat. Puis je suppose qu'il a continué de lire et d'écrire. D'ailleurs, il a écrit beaucoup aussi en arménien dans les revues. Ce qui s'est auto-traduit, pas en français, non. Et puis il y a la question effectivement de la langue, tu vois, dans le passage. J'ai comparé par exemple, quand on préparait une soirée, ta traduction de l'humanité et celle d'Arshak Chobanian. Mais parce que il y a aussi la langue, chaque langue a son époque. Il y a par exemple régulièrement des grandes œuvres classiques sont retraduites parce que la langue aussi de passage évolue. Et donc, on parlait d'intertextualité. Quand il écrit, lui, il est plutôt dans la période de la langue française ou dans la période de la langue arménienne d'un autre moment. Et donc, alors justement, je trouve que c'est une des difficultés de la traduction. Et des difficultés de faire une traduction ou d'en faire une traduction, c'est-à-dire qu'on traduit pour aujourd'hui, dans la langue d'aujourd'hui. Oui. Non, mais il y a aussi cette dimension-là, et c'est une gageure. Alors comment là, justement, le traducteur et le traducteur de poésie se dépêtrent de ça, c'est-à-dire à la fois des autres influences, parce qu'on voit très bien Rimbaud, etc., la mer, tout ça, c'est pas des thèmes très arméniens, là, c'est plutôt... Mais il y en a d'autres qui sont sous-jacents, donc si on ne connaît pas non plus à fond cette littérature, moi non plus je ne connais pas, comment on se... Oui, mais en fait, dans l'explication de texte, on est presque en terrain vierge, en fait, par rapport à ces influences arméniennes, puisqu'effectivement, il y a très peu même de poètes arméniens
qui ont été traduits, enfin de poètes arméniens desquels il a pu être influencé justement. Parce que c'est vrai que moi, quand je parle, c'est vrai que j'ai parlé pas mal de symbolisme. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais parce qu'en fait, tu me parlais dans mon travail de traduction, comment j'ai pu l'intégrer finalement, en fait, comment j'ai pu le vivre. Moi, je pense que effectivement, il aurait fallu que je tienne compte, s'il y avait eu une pléthore de traductions de tous ces auteurs arméniens desquels il a pu être influencé, finalement, il aurait fallu que je tienne compte de la tradition de traduction qu'il y a pu avoir sur ces auteurs-là. Or, on sait bien qu'on a quelques anthologies, on a dernièrement Nascimento qui a été traduit, donc une sélection de poèmes, mais on n'a pas toute une tradition à ce niveau-là. Donc en fait, j'ai pas pu en tenir compte, puisqu'il n'y a rien établi en fait, en français en fait. Chobanian bien sûr, mais alors je trouve que déjà, mais la traduction qui donne de l'humanité en fait, le poème à l'humanité. Oui, il y a plusieurs, oui. Et en fait, j'ai trouvé que Chobanian, en fait, c'est intéressant le travail qu'il a fait, bien sûr, puis bon, c'est un esprit très riche, hein, donc il a, comment dire, il a une approche qui est celle de son époque, hein, quelle que soit la langue, qui est de prendre de grandes libertés, presque, alors pas de paraphraser, je pense qu'il respecte finalement le texte, hein, mais bon, il prend quand même une certaine liberté, hein, par rapport au texte. Donc moi d'ailleurs je me suis coupé, disons, de ce qui avait été fait tant que j'avais pas amorcé pleinement le travail de traduction. C'est une décision, hein. Après c'est vrai, il faut soit tout lire, soit rien du tout, en fait. Alors disons que j'ai engagé l'ensemble des poèmes, on va dire, et quand j'ai eu une première version, je me suis tourné un petit peu vers ce qui avait été fait. Hein, donc dans les quelques anthologies qu'on a, c'est là aussi où j'ai découvert finalement Chobanian, mais après avoir traduit les poèmes qu'il traduisait, en fait, parce que je voulais pas me laisser influencer. Voilà, donc en fait, je pense que c'est là où c'est assez vertigineux aussi, parce que même dans ce dont on dispose finalement en français, ce sont bien souvent même des adaptations, et d'ailleurs c'est présenté comme tel, hein, dans les anthologies, c'est adapté en français par un tel. Voilà. C'est-il auto-traduit? Ça, je sais pas, j'ai pas l'information en fait. Je sais que lui-même a traduit des auteurs, mais bon, je suis pas tombé là-dessus, je sais pas si quelqu'un peut-être a l'information. Une amie me disait, française, on sort en général la lettre de Méliné, etc. Voilà, elle était surprise, entre guillemets, mais par la qualité de la langue de la lettre à Méliné. C'est-à-dire que ce qui est assez extraordinaire, enfin, voilà, c'est pas du français, c'est pas du charabia, disons, c'est écrit dans une très belle langue, donc il aurait pu aussi écrire directement en français. Il a sans doute écrit peut-être des poèmes en français, donc voilà, c'est une question que je me posais. Oui, et je ne suis pas tombé sur des poèmes de lui en français, mais je serais bien curieux. Parce que quand je regarde par exemple un Armen Lubin qui écrit directement en français aussi, et qui maîtrise le français mais parfaitement en fait, mais qui donne un français mais complètement étrangéisé justement, mais en même temps il est tout à fait respectueux des règles de grammaire et il maîtrise bien le lexique aussi. Là aussi c'est quand même assez déroutant aussi de voir, c'est très beau, hein. Il y a des poèmes d'Armen Lubin qui sont assez impressionnants à ce niveau-là, mais je pense que c'est le propre aussi effectivement des auteurs qui se sont complètement appropriés une langue et qui arrivent à être vraiment à l'aise dans cette autre langue-là. C'est la question, c'est de ça dont j'ai pas parlé, la question j'ai coupé dans les dernières pages, la question du propre et de l'étranger en fait, c'est vrai que, bon enfin, peu importe, mais en fait, là où, oui, voilà. En fait, là où la poésie finalement est un combat qui est pas hiérarchisé avec les luttes sociales, mais alors pour rien au monde, dans la mesure où c'est un combat fondamental et peut-être même davantage, hein, dans le sens où tout combat commence peut-être par cette formation du verbe au sens très large. C'est-à-dire pas le verbe juste parler, le lexique, etc., mais vraiment le verbe fondamental, en fait. Donc, toute poésie authentique est certainement déjà un acte révolutionnaire. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, la poésie a une valeur fondamentale pour Manouchian dans ce qu'il a vécu par la suite. Hein. Il a vraiment, comment dire, c'est de là que tout est parti. Hein. Donc, je pense aussi
Ben, ça me fait penser en fait à Hölderlin, en fait, quand il disait ce qui demeure, les poètes le fondent. Hein, was bleibet aber stiften die Dichter. Et Stift, c'est aussi le crayon, hein, donc fonder, c'est stiften, c'est fonder, hein, et c'est aussi crayonner. Bon, Heidegger, il en a fait une explication en long et en large dans ses conférences, mais on peut le reporter aussi sur Manouchian dans la mesure où l'écriture poétique, finalement, il ne s'en est pas détourné. J'ai employé ce terme tout à l'heure, mais ce n'est pas le terme exact en réalité. C'est plutôt cette écriture poétique-là, en tant que façon de façonner un verbe fondamental, déjà présent en lui, en puissance, qu'il a, comment dire, matérialisé ou donné vie à cette lutte sociale. Voilà. Bon, je me suis peut-être un peu éloigné de la question que tu as posée, mais en fait, finalement, ça m'a inspiré, en quelque sorte, donc, de l'utilité aussi de la biographie. En fait, concernant la biographie, juste, je refais cette mise au point, je le dis, le redis, parce que je ne voudrais pas qu'on pense que... en fait, tout comme le texte original et le texte traduit finalement suivent une voie fraternelle et parallèle, je pense que la biographie peut éclairer certaines choses effectivement du texte, mais qu'en gros, il y a quand même un chemin parallèle, très proche, mais on ne peut pas vraiment expliquer l'un par l'autre. Voilà. Dans la mesure où on pourrait ne pas savoir cet élément-là et que ce texte résonne pour moi profondément. Mais c'est vrai que si je sais cela, en fait, je pourrais voir le poème différemment, mais différemment, pas mieux ou moins bien, ou voilà. Donc on est dans une question de, je sais pas, d'altérité, mais au niveau du sens, j'ai envie de dire. Mais je te remercie beaucoup pour ce témoignage par rapport à la question de la confession et de la communion aussi. C'est vrai que ça rejoint finalement ce que j'ai dit que finalement on ne peut pas se prononcer, on ne sait pas même au moment de la mort, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, en fait, au moment du passage. On ne peut jamais avoir une vue d'ensemble, effectivement. En tous les cas, on porte en nous toutes sortes de potentiels qui s'actualisent ou pas tout au long de la vie. Et c'est à ça que je pense dans chacun des poèmes, qui sont quand même une variété, hein, quand même chez Manouchian. On dirait qu'il y a plein de petits devenirs, comme disait Deleuze, hein, des devenirs qui demandent à se développer, à se déplier là, de façon assez miraculeuse. Pour finir, par rapport à ce que tu as dit aussi, le poème Prière... Oui, ben en fait... de toute façon, c'est vrai que ce cri de révolte qui est souvent présent chez Manouchian, en fait, où il parle même parfois de cette impression d'absence, de solitude, et même comme s'il ne sentait plus pleinement vibrer sa vie spirituelle. À un moment, il le dit, j'ai plus là de mémoire exactement la formulation, mais en fait, ce qu'on perçoit, c'est que le cri de révolte, c'est bien connu, hein, c'est aussi un cri vers Dieu. Hein, donc, c'est un cri par rapport à quelque chose que l'on sent à la fois présent et absent, c'est-à-dire on sait qu'il est présent même si finalement on n'arrive pas à le palper en fait, sinon on ne se tournerait pas vers lui par révolte. Enfin je sais pas. Bon, après, maintenant ce cri de révolte chez Manouchian, en fait moi je l'ai perçu comme ça et c'est pour ça qu'il alterne entre la prière et par ailleurs ce détournement aussi, qui là aussi fait penser quand même à Hölderlin, le détournement des dieux aussi, hein, donc chez Hölderlin, qui est aussi une façon de faire face à la divinité aussi. On rentre dans un domaine un peu plus théologique, on va peut-être pas trop développer. Il y a une question de Adriné, ensuite on va donner la parole à Janine. C'est juste pour en revenir à la langue, Stéphane, comment tu expliques le poème Chenat Sosum qui est écrit en arménien oriental? Et oui. D'un coup. Tout à fait, ça merci, je voulais en parler, mais c'est passé aussi. Alors, je pense qu'il correspond à une époque où il se tourne plus vers l'Arménie soviétique, en fait, où il a envie d'être entendu aussi là-bas, en fait. Et donc c'est sûr qu'il a écrit principalement en arménien occidental, mais aussi en oriental, et en fait c'est la question d'être entendu. Aussi. Enfin, moi je sais pas, je l'ai vu comme ça en fait. Une sorte de liberté. Liberté, oui.
Pour- On Ah. va se limiter à... Ah oui, aussi, oui, ouais, liberté, expérimentation peut-être, oui, oui. Mais je pense qu'aussi, bon, il a œuvré par la suite pour faire le lien justement entre l'Arménie et le combat à l'étranger aussi. Et je pense que là, il a voulu faire aussi la passerelle, pas qu'avec ce texte, mais à d'autres occasions aussi. Janine Antonien. Oui, je voudrais vous demander, vous poser une question à propos de la révolte. Est-ce qu'il y a chez lui une distinction entre la révolte d'ordre politique, la résistance politique, et la révolte contre le destin de sa famille assassinée? Est-ce qu'il y a deux révoltes? Est-ce que l'une est sous-jacente à l'autre? Comment ça s'articule? Et puis une petite question qui est en rapport avec ça. J'aimerais connaître les circonstances de son accueil dans un orphelinat. Ok. Alors, je n'ai pas les circonstances exactes de son accueil, je vous répondrai très franchement. En fait, comment? Ça, je peux en parler. Ouais, on Oui, pourra oui, peut-être. justement. Ouais, non, là, clairement, en fait, je peux pas dire, je peux dire juste des choses très générales, mais pas dans le détail, en fait. Concernant la révolte, en fait, alors, je vais parler avec beaucoup de précaution parce qu'en fait, comme je vous disais au tout début, c'était le premier point que j'ai traité. Comment dire, je suis pas entièrement sorti du texte pour avoir une espèce de regard frais et neuf, et en même temps, voilà, j'en suis déjà distant, et c'est comme si, voilà, je suis dans cette espèce d'état inconfortable, intermédiaire, on va dire. Donc, si bien que, voilà, il m'est dur d'en parler en tant que critique, si je peux dire, alors que là, je le vois vraiment encore un peu comme traducteur, mais plus tout à fait. Bon, mais de ce que j'ai perçu de cette révolte, pour moi, en fait, il y a ce volcan fondamental, mais j'extrapole peut-être un peu parce que, pour ça je parle d'une grande prudence, je ne sais pas ce qui se passe, hein, donc qui peut sonder les cœurs, hein, donc c'est très dur à voir. Formellement, on pourrait dire qu'effectivement, il s'agit de la même révolte. En tout cas, on ne fait pas une contre-interprétation, hein, puisque c'est des termes assez généraux, sauf sur les textes de la dernière période, où là, on voit clairement, mais encore là, quand un auteur, de toute façon, vous dit camarades, luttons, la lutte pour les opprimés, etc., bon, même lui, il va dire qu'il travaille pour justement la cause humaniste, internationale, etc., mais rien n'empêche de penser que derrière se lit en filigrane, et moi c'est ce que je pense, cette révolte par rapport à ce déracinement et voilà, le désastre familial, national, et voilà. Mais il ne l'explicite pas. Non, en fait, on ne trouve pas autant finalement, on a ça et là des remarques fugaces, mais qui là aussi peuvent être interprétées de plein de manières. Mais il n'y a pas de poème vraiment de révolte où il va parler en long et en large de la déportation, où il va dire tout son déracinement, sauf peut-être un peu dans le Rory Garrod, mais c'est tellement tourné avec de belles images que finalement on sent que voilà, il a un amour pour sa terre, c'est plus ça qui ressort. Hein, donc voilà, donc si bien que votre question finalement me fait penser quelque chose, c'est que peut-être que justement ce non-dit de la révolte initiale s'est transmué, hein, il s'est transformé finalement alors, sans être réducteur, hein, mais je pense que en tout cas ça s'est canalisé dans la lutte sociale, mais que l'espèce de charge initiale finalement, c'était ça, hein, c'était dans le déracinement complet. Mais voilà, je pense quand même que le volcan dont je parlais tout à l'heure, finalement, c'est un volcan dans lequel les drames fondamentaux, et peut-être aussi donc, à un niveau individuel et pas uniquement national, se mélangent. Et après, ben, voilà, on connaît le jaillissement. Est-ce que les poèmes ont été connus de son vivant ou on les a découverts après sa mort parce qu'ils sont magnifiques? Oui, en fait, le recueil a paru, en fait, alors ils ont circulé, hein, certainement, en fait, avant, mais le recueil a paru en 1946, hein, donc après sa mort. Après sa mort.
par le comité Manouchian, qui a donc finalement assemblé et mis dans un certain ordre, alors pas exactement chronologique, mais quand même plus ou moins chronologique. Il a retracé, bon, ça aussi on pourra en parler, mais enfin c'est l'histoire de recueil finalement en dit long sur l'histoire que l'on veut donner au personnage aussi, on retrace une cohérence aussi. Pourquoi est-ce que d'un seul coup il y a un poème de 31 qui survient alors qu'on est en plein dans la phase 34-35 aussi? Bon, ben là, il y aurait une étude à faire, mais voilà. Et oui, ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que 10 ans plus tard, le poème apparu, donc sous l'impulsion aussi de Méliné, en fait, est apparu en Arménie soviétique en 56, mais il ne contenait pas les 56 poèmes du recueil publié chez l'imprimeur Eléguien en 1946. Donc il y avait 39 poèmes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu se baser sur le texte, on va dire, original, même si posthume, de 1946. Il y a une question, puis je te donnerai la parole après Claire pour répondre à la question sur l'orphelinat. Il y a une question de Melton Jamian. Oui, alors en fait Manouchian il s'ancre quand même, le personnage de Manouchian il s'ancre dans un contexte politique arménien et aussi européen particulier avec le communisme, la guerre, etc. C'est spéculatif comme question, il n'y a peut-être pas forcément de réponse à ça, mais comment vous, au vu du travail que vous avez fait sur les écritures des poèmes, comment vous imagineriez un Manouchian plus mature éventuellement, plus vieux, sur l'émancipation de l'indépendance arménienne, de la chute de l'Union soviétique justement. Justement, je sais pas, est-ce que parce que dans l'écriture, dans les écritures de poèmes comme Garod, etc., même si qu'on est sur de l'embellissement, on n'est pas sur des choses, on n'est pas sur du combat, sur un patriotisme arménien vraiment d'indépendance, mais on est quand même sur un amour de l'Arménie, de ce qu'elle est l'Arménie, pas une Arménie forcément mélangée aux autres, etc. Dans quel poème? Celui de l'Arménie soviétique ou plus dans la première période? Oui, c'est ça, je crois. C'est sur le Garod. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que, c'est encore une fois spéculatif, et c'est même peut-être une controverse, j'en sais rien, au vu des réactions, mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que vous sentez une âme dans justement le combat? Est-ce que le combat peut aller au-delà des idées politiques et voilà, c'est ma question. Oui, ok, merci beaucoup pour cette question. Juste, j'en fais une parenthèse parce que je me rends compte que j'avais oublié de répondre à un point. En fait, oui, les symbolistes, peut-être l'école symboliste arménienne, en fait. Moi, je pense quand même qu'il y a c'est vrai qu'on parlait de Baudelaire, mais en réalité peut-être aussi les poètes du tournant du siècle, 19e, 20e siècle, on sent que c'est palpable vraiment. Hein, donc je pourrais pas repérer chaque peut-être motif, il y aurait toute une étude à faire là-dessus effectivement, que je n'ai pas du tout eu le temps de mener parce que on a quand même pas beaucoup de temps, hein, donc voilà, je referme la petite parenthèse, mais parce que sinon j'étais en dette d'une réponse. Alors, je vous remercie pour cette question qui est magnifique en fait, et tellement magnifique que je ne saurais y donner de réponse immédiate, parce qu'en fait elle contient en germe un livre, hein, on pourrait en écrire un. Vous savez qu'il y a ce livre, j'ai oublié le titre, mais ce livre qui est apparu, je crois, c'était aux éditions de Minuit, sur, comment dire, qui donne une espèce de biographie imaginaire d'un Rimbaud après son retour éventuellement en fait, hein, je me rappelle plus. Mais je pense pas qu'il parlait de littérature justement, donc qu'aurait écrit Rimbaud, enfin mais on se pose un peu ce genre de questions aussi, et de nombreux auteurs l'ont fait pour lui. Bon, on pourrait se demander hein, pour Manouchian aussi, parce qu'en fait, finalement, cette énergie fondamentale, moi je pense qu'elle est la même, hein, donc cette soif de justice, de vérité, est aussi celle que mènent alors à la fois les Arméniens, mais aussi tout humaniste épris des droits de l'homme, pour la reconnaissance du génocide, la reconnaissance de toute l'histoire arménienne finalement. Donc il n'est pas exclu hein, que Manouchian eût pu prendre la parole, ou peut-être mieux encore la plume, mais qu'est-ce que ça aurait donné finalement dans l'écriture? C'est une idée de roman, ça. Oui.
Nous en reparlerons. Comme on arrive au bout du temps, je crois que je vais donner la parole à Claire, si tout le monde est d'accord, pour terminer sur cette histoire de l'orphelinat. Alors allez-y Liliane. Juste une question, à quel moment il s'arrête d'écrire exactement? C'est en 1935. Les derniers poèmes datés dans le recueil sont en 1935. Donc après, il a pu continuer, mais bon, d'après ses témoignages, il dit lui-même qu'il a arrêté d'écrire parce qu'il est trop accaparé par la lutte pour la cause. Parce qu'on voit aussi dans les carnets, que j'ai découvert aussi là, c'est qu'il est en permanence tendu entre la nécessité du travail pour survivre déjà, alimentaire, l'engagement, le militantisme au sein du HOC ou ailleurs, et puis l'écriture, donc il n'y a pas tellement le temps. Pour les orphelinats, en fait, alors on retrouve justement, on a retrouvé un numéro de Spiouge de 58 où Boralian, donc son prof, donne des souvenirs. Il y a des souvenirs d'un des frères Garabed. Il y a aussi des carnets de Boralian qui ont été déposés à l'université Aïgazian. Donc on lui redemande de raconter des souvenirs. Donc il y a toute une série de souvenirs sur les orphelinats. En fait, ils sont d'Adiaman. Ils sont 3 frères en réalité. Il y a Haïk, Garabed et Misak. L'aîné c'est Haïk. Donc le père, d'après les souvenirs de Garabed, rapporté par un ami, aurait été un fédaï, se serait engagé dans la révolte d'Oufa et il serait mort. Eux, ils sont déportés au moment de la déportation. La mère meurt en cours de route. Ils sont recueillis apparemment par une famille turque ou kurde, mais enfin la mère meurt de faim. L'un des frères, on sait pas, l'aîné, on ne sait pas trop où il est à ce moment-là, mais les 2 autres sont à un moment donné, au moment de l'armistice, à la fin de la guerre, placés dans un orphelinat à Intab. Orphelinat géré, alors il y en a un qui est géré par une association arménienne d'Égypte, l'autre par, il y a aussi des aides du Nearest Relief, et au moment de ce qu'on appelle la guerre d'indépendance, c'est-à-dire de Kemal qui reprend la main dans la région, ces orphelinats vont être évacués vers la Syrie et le Liban, comme d'autres orphelinats. Et donc ils arrivent finalement, l'un d'abord à Garabed à Jbeil, et puis Misak est à Djounié, et puis Garabed rejoint Misak à Djounié. Et c'est un ancien orphelinat, une ancienne école lazariste, qui a été turquifiée pendant la guerre, puis reprise par les Français, et où se retrouvent d'autres orphelins, dont aussi des orphelines. Et Boralian raconte le quotidien de ces orphelinats avec un enseignement très organisé. Il y a des cours à la fois, bien sûr, d'arménien, mais aussi de français, de l'histoire, de géographie. Ils apprennent aussi un métier, parce que tous les orphelins doivent se débrouiller tout seuls par la suite. Donc lui, il apprend le métier de menuisier. Mais ces orphelinats ont une éducation avec un programme. Je pense qu'il a appris déjà le français là-bas, c'est-à-dire avant d'arriver en France. Et ils arrivent en France avec comme on sait aussi, avec des contrats de travail. Mais dans cet orphelinat, comme dans celui de Jbeil. Contrat de travail dans quelle profession? Il arrive, lui, il va travailler au chantier naval de la Seine quand il arrive. Il commence à travailler 3 jours après son arrivée. On a retrouvé les registres d'immatriculation dans le chantier naval. Donc lui et son frère sont inscrits là. Et dans l'orphelinat déjà, comme dans celui de Jbeil, il y a des petits journaux d'enfants, des élèves. Et il écrit déjà dans ce journal. Il y a des dessins d'enfants, j'ai découvert dans celui de Jbeil, et il y a eu un article parce que pour le livre, on a quand même regardé avec Astrid, mais moi en particulier des sources arméniennes. Donc j'ai retrouvé le livre qui raconte l'orphelinat de Jbeil avec toute la liste des orphelins, un article publié en Arménie sur les dessins d'enfants. J'ignorais qu'il y avait des dessins d'enfants, tu vois, de cette époque, parce qu'on en parle souvent pour les exilés ou russes ou juifs, etc. Mais avec des dessins d'enfants, des poèmes. Ils écrivent déjà des poèmes dans ce journal, lui et son frère. Son prof dit qu'ils sont passionnés de lecture, ils passent leur temps aussi à lire. Il y a une petite bibliothèque de 300 livres, 300-400 livres, c'est pas beaucoup, mais bon, qui est alimentée régulièrement par des mécènes. Et puis à la sortie, quand ils deviennent, ils sont grands, ils doivent sortir de l'orphelinat avec un métier. Donc le frère arrive, Garabed arrive le premier en France
fin de 23, début 24, lui en septembre 24, et lui 3 jours après son arrivée, il commence à travailler, puis en 25, ils arrivent vers Paris. Et Hayek, alors disparaît de la circulation, on en parle, enfin Méliné en parle, puis on ne sait plus trop quoi, et je subodorais qu'il était rapatrié en 36, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier. Je voulais vérifier dans les registres s'il était... Et effectivement, il était là, puis mon mari qui connaissait, il disait, bah oui, il m'a dit après que le bouquin est paru, ah bah oui, effectivement, on avait des voisins, mais il meurt en 39, Hayek. Et donc on a retrouvé à travers les souvenirs de la famille, hein, de Katia. Et apparemment, Missak aurait dû aussi partir en 36, avec ce rapatriement qui était plutôt de rapatriement plus limité de communisme, c'est pas celui de 46, mais on lui aurait dit qu'il serait plus utile en France pour continuer de militer pour l'Arménie soviétique au sein du HOC. Mais alors, est-ce qu'il y a aussi des choses qui se sont produites avec la disparition de... Garabed meurt de tuberculose en fait en 27, on devient à un moment donné quasiment... il est très atteint, une forte dépression. L'autre frère meurt en 39, donc il y a aussi cette... et il le sait, puisque... donc il y a ces douleurs qui se rajoutent à l'orphelinage de départ. Et ce qui est intéressant aussi, qu'on a redécouvert avec Denis Péchanski, c'est qu'en fait, il a fait 2 demandes de naturalisation. Donc, oui, mais je veux dire, personne ne l'avait écrit. Donc, on l'a retrouvé dans les archives, le dossier d'étranger de la préfecture de police. Et donc, une en 33, où il dit je veux être naturalisé pour servir dans l'armée française, et une en janvier 40, 1er janvier 40, il aboutira, mais... Voilà, donc il y a un cirque, enfin quand même le contexte vécu aussi, enfin je veux dire, il y a des échos, enfin oui, c'est sûr, mais c'est pas forcément. Mais justement, inversement, on serait tenté de dire, enfin moi je suis tenté de dire quel dommage que dans ces années 36 à 41, on n'ait pas eu de poème qui puisse aussi finalement éclairer la vie du poète, parce que souvent dans la façon classique, traditionnelle de travailler, là on voit en quoi la vie ou le contexte social et culturel influence finalement l'œuvre, mais inversement, en quoi finalement le poème aurait pu jeter peut-être un éclairage sur ces points. Ce qui est intéressant, c'est les carnets qui ont été... Alors il y a quand même des carnets. Alors c'est une autre... Oui. Dedans, et dans les éphémérides, il y a des citations en français dans la poésie, il y a des... Oui. C'est sûr que l'écriture du carnet, finalement, elle est tout autre que l'espèce d'alchimie poétique. Hein. Il y a une espèce de... C'est pas la même transformation, on va dire. Même c'est au plus près, peut-être, du fait. Mais ça doit être extrêmement intéressant. Enfin, il me tarde de découvrir aussi, d'ailleurs, toutes ces publications qui ont eu lieu. Je voulais peut-être juste, avec votre permission, pas dire moi quelques mots, mais peut-être si alors Anaïd ici présente, Anaïd donc Sarian des éditions Point, j'espère qu'elle va pas m'en vouloir de l'amener à prendre peut-être la parole. Si elle voulait dire juste quelques mots par rapport juste quelques mots, et après en fait on va s'arrêter là. J'en profite moi pour faire une toute petite intervention, parce que je voulais remercier Stéphane et l'équipe éditoriale d'avoir publié cet ouvrage en bilingue, parce que des bilingues on n'en a pas beaucoup, encore plus en Arménie occidentale, et qu'en fait c'est vraiment très précieux de pouvoir profiter, même si on a pleine confiance dans le traducteur, en fait de faire résonner ces 2 textes face à face, c'est vraiment très précieux. Donc merci, parce que souvent les éditeurs rechignent un peu à le faire parce que ça augmente le coût du volume, et en fait... Mais en fait, on le portait cette idée-là, vraiment de le faire en bilingue, et Anaïd l'a défendu, vraiment, a défendu l'idée au niveau de l'équipe. J'ai défendu il y a 3 choses que je voudrais dire. La première, pour le bilingue. Il était très important pour moi en tant qu'éditrice, pour moi en tant qu'arménienne aussi, de faire se répondre les 2 textes, parce que déjà, c'était la façon qu'avait Missak Manouchian de revenir à ses origines avec un alphabet. 2, personne ne connaît cet alphabet. La fabrication, quand je leur ai dit est-ce que c'est possible de prendre le PDF et d'en faire un Word, ils m'ont dit oui, pas de problème, jusqu'à ce que je leur envoie le document. Et en fait, ils pensaient tous que c'était un alphabet latin, et tout le monde a posé des compris en ouvrant le fichier, et ils ont dit c'est de l'elfique.
Donc c'était important de faire connaître cet alphabet. Donc on a insisté pour le bilingue, beaucoup parce que c'était... Puis en plus c'est beau. La deuxième chose, c'est que avec Stéphane, on a travaillé pendant des mois. On s'est beaucoup parlé. Et on est complètement différents. C'est-à-dire que moi, l'arménien, je le parle depuis toute petite. Je ne l'écris pas, je ne le lis pas. Mais mes oreilles le connaissent. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui a appris l'arménien tardivement, comme Stéphane. Donc moi, les mots avaient une résonance qu'il n'avait pas chez lui, et inversement. Et la troisième chose, ça a été, par exemple, quand il me disait, je lui disais, oui, mais est-ce qu'on pourrait pas dire, parce que là, ce serait mieux, lumière. Il dit non, il dit pas Louis, il dit Ajev. Donc on va pas mettre lumière, c'est soleil. Donc là, c'était clair. Et ça a aussi été un travail, on s'est tous les deux attelés à, vous me dites si je me trompe, rester le plus possible près du texte arménien, mais ne pas non plus donner en français quelque chose qui, en français, ne ressemble, entre guillemets, à rien ou n'est pas intelligible. Et moi, j'ai passé, c'est de la poésie, donc j'ai passé beaucoup de temps à lire les traductions de Stéphane à haute voix pour voir si ça sonnait juste ou pas, parce que c'est extrêmement important. Et je lui disais de temps en temps, je lui soumettais peut-être un synonyme qui aurait été plus heureux, où on changeait le vers d'ordre, et tout de suite la phrase prenait une meilleure résonance ou pas. Il me disait, bah non, on peut pas mettre ce synonyme, parce que s'il avait voulu dire ça, il aurait choisi tel mot. Ah oui. Donc, voilà. Mais on a travaillé en bonne intelligence, comme je pense les deux faces d'une même pièce, les deux têtes d'un même être humain. Chacun avec avec tout son savoir précis, d'arménien précis, littéraire, machin. Moi avec mon savoir d'arménien d'enfant que j'ai appris sans même m'en rendre compte. Et on a travaillé comme ça en bonne intelligence. Et voilà, j'ai été très contente, vraiment, de travailler avec Stéphane. Et il me fallait, entre guillemets, un traducteur qui soit sympathique, parce que j'allais passer énormément de temps avec lui. On a passé quoi, de septembre, octobre, novembre. On s'est appelé quasiment toutes les semaines, voilà. Donc il fallait quelqu'un avec qui je m'entende, et il fallait quelqu'un qui puisse travailler vite, parce qu'il le fallait. C'est pas beaucoup, 3 mois. Pas beaucoup, hein. Ah oui, je sais. C'est-à-dire que lui, il a fait tout ce travail. Et moi, un jour, j'ai reçu cette traduction brute. Donc moi qui ne lis pas l'arménien, qui ne fait que le parler, j'ai ouvert ce poème, ce fichier Word, et j'ai eu conscience à ce moment-là d'être la première à lire ça. Les poèmes de Manouchian, dans une langue qui était intelligible, à moi en tout cas. Et j'ai été extrêmement émue. Puis après, il a fallu passer au-dessus de la phase émotion pour passer à la phase éditoriale de travail. Il faut signaler aussi, si je puis me permettre, qu'en fait, l'émotion vient non seulement du travail sur la langue et sur cette situation du texte que vous avez très bien évoqué, mais aussi parce que en fait, vous n'êtes pas, étrangère à toute cette histoire-là, en fait. Hein. Donc il y a une histoire familiale aussi, certainement. En fait. J'aimerais bien savoir, d'ailleurs, justement, qui a eu l'impulsion au départ. Parce que, alors, comment ça s'est passé? J'ai le temps de répondre à la question en 2 minutes. En fait, moi je connais Manouchian depuis toujours, puisque mon grand-père, Georges Sarian, peut-être que certains le connaissaient, a milité toute sa vie pour toutes les causes des Arméniens et celles de Manouchian. Donc j'entendais parler de ce monsieur, je voyais les photos, alors plus mon âge a évolué, plus j'ai entendu parler de choses différentes. Et puis après il y a eu, je vais militer parce qu'il faut qu'il y ait une plaque à tel endroit, il faut qu'il y ait une place à tel endroit, il faut que ceci, il faut que cela. Moi j'ai jamais connu Mélinée, elle est décédée l'année de ma naissance. Et donc c'est quelqu'un qui fait partie de mon panorama. Et mon grand-père est décédé en 2005, sans avoir pu donc voir ce qui va se passer dans 2 semaines. Et quelqu'un à ses obsèques a dit oui, Georges, papa, a toujours travaillé pour qu'on soit les maillons d'une même chaîne, un truc comme ça. Moi, j'avais 15 ans à l'époque, j'étais skateuse gothique, j'avais pas compris du tout ce que ça voulait dire exactement. Et en fait, les maillons d'une même chaîne, ça donne que sa petite fille
a eu l'impulsion de faire ça. J'ai soumis le projet au comité éditorial, parce qu'attention, il y a un comité éditorial et une direction. De faire ça, c'est-à-dire de publier des... Moi, je savais qu'il y avait ces poèmes qui existaient. Et vous travaillez dans l'édition, oui, c'est ça? Oui. Et c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé, mais c'est toujours compliqué pour nous, Arméniens, entre guillemets, de faire valoir quelque chose, parce qu'on dit oui, mais c'est trop niche. Alors déjà, c'est de la poésie, puis en plus... Bon, donc voilà. Ça ne va pas beaucoup se vendre. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains, le taureau par les cornes, j'ai soumis le projet, qui a été validé. Il y avait déjà le projet de panthéonisation? Non. Avant? J'en ai parlé avant. Puis après la panthéonisation a fait que il y a eu les étoiles se sont alignées. C'est ça, voilà. exactement. Et l'histoire aussi, c'est que ma grand-mère habitait dans le même immeuble rue Vercingétorix. Mes arrière-grands-parents, donc les Caragulian, habitaient dans le même immeuble que Missac. Et Méliné après peut-être. Donc mes arrière-grands-parents connaissaient Missac, connaissaient aussi Méliné. Et puis ma grand-mère, qui était donc jeune adolescente à l'époque, vivait là aussi. Et Missac lui faisait faire souvent la descente d'une grande côte à vélo. Et quand j'ai demandé à ma grand-mère ce dont elle se souvenait de Missac, elle m'a dit, moi à l'époque, je me souviens plus trop comment il était, parce que la seule chose que je voyais, c'est qu'il avait un beau vélo. Parce qu'elle avait 14 ans. Voilà. Et donc mon grand-père le connaissait pas, mais mes arrière-grands-mères, voilà. Donc il y a eu tout ça qui a mené à ce projet. Et voilà, je suis fière, en tant que petite fille de Georges Sarian, d'avoir fait ça. Et Stéphane, il me fallait donc quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui puisse travailler vite, quelqu'un qui ne soit pas écrivain. Oui, quelqu'un qui soit pas écrivain lui-même, ça c'est extrêmement important, de littérature j'entends, parce que souvent j'ai tendance à constater que des traducteurs-auteurs ont tendance à dévier du sens premier, parce que eux ils n'auraient pas fait ça comme ça, etc., etc. Et il fallait quelqu'un qui soit calé dans la littérature d'exil. Donc Stéphane était parfait. Parfait. Et on a réussi à travailler en... Comment avez-vous pensé à Stéphane? Vous connaissiez? Alors non, mais j'ai fait une sélection de plusieurs personnes qui me venaient et de plusieurs personnes que j'ai trouvées en fouillant. Et j'ai regardé, oui, parce qu'il a fait sa thèse sur les poètes de l'exil. Voilà. Donc je me suis dit, on a le savoir universitaire, le savoir de la langue, le savoir de l'histoire, le savoir de la littérature. Mais pour ajouter juste quelque chose, en fait, néanmoins, en fait, j'écris de la poésie aussi, en fait. Mais c'est vrai que je suis pas, comment dire, ce qu'on pourrait appeler auteur de profession, en fait. Donc, j'ai publié de la poésie, mais comment dire, j'essaie toujours, en tant que traducteur, de me souvenir justement du poète, mais pas pour m'accaparer le texte, ce que vous auriez redouté, voilà, c'est ça. Et pas pour m'accaparer le texte, mais au contraire pour essayer d'épurer quelque chose et faire ressortir aussi ce qui doit jaillir du texte même si c'est... Tout le monde se dit pas ça. Ouais. Merci aussi en tous les cas pour cet échange. Et puis merci plus largement, donc outre les remerciements que je tenais à adresser donc à Anaïd, merci aussi à tout le monde ici présent, parce que, comment dire, c'est